Cette troisième présentation de l'utilisation de la radio logicielle va s'efforcer de s'appuyer sur les questions que j'ai eues au cours des deux présentations précédentes. On va utiliser un fichier de points. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez obtenir ce fichier de données que nous allons essayer d'utiliser pour traiter des séquences numériques de description des signaux FM, de la bande FM, RDS. Et en fait, ça va nous permettre d'illustrer un petit peu les principes du décodage de signaux numériques grâce à ces fichiers. Par ailleurs, si vous désirez reprendre un certain nombre de points qu'on discute au cours des exposés, j'ai mis à votre disposition les différents transparents qui ont été présentés jusqu'ici. Donc quel est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui? Alors suite aux questions qui m'avaient été posées, il y avait deux points. C'était les filtres à cadence qui varient entre l'entrée et la sortie. Et puis il y avait une question qui m'a été posée sur l'utilisation de la corrélation. Donc ce que je me suis proposé de faire sur ces 4 heures, c'est de vous présenter ces deux sujets. Alors en fait, la corrélation est un outil mathématique qui est très proche de la convolution, qui est un peu plus simple à mettre en œuvre dans un premier temps. Donc je vous propose de discuter dans un premier temps des propriétés mathématiques de la convolution et de son utilisation dans un cas particulier qui est le décodage d'un protocole numérique de communication avec les avions, entre les avions et les tours de contrôle. Et puis, une fois qu'on aura discuté de la convolution, je vous montrerai en quoi la corrélation est fortement liée à cet outil mathématique, comment il peut être implémenté, même si vous n'avez pas de bloc qui s'appelle corrélation dans GNU Radio, je vais vous montrer comment on peut mettre en place une corrélation. Et cette corrélation, elle est utilisée dans plein de domaines différents. Et de façon générale, vous verrez que ça vous permet de reconnaître un motif dans le flux radiofréquence bruité que nous recevons. Et je vais vous donner l'exemple de la transmission GPS. Les signaux GPS émis depuis l'espace de satellites à 20 000 km d'altitude peuvent être reçus avec de la radio logicielle et on est capable de retrouver quel satellite parle dans le principe de multiplexage par code, CDMA. Je vais vous montrer comment on peut détecter les entêtes des signaux RDS. Donc c'est là que le fichier que je viens de vous mentionner pourrait être utilisé pour faire la démonstration, ainsi que les synchronisations des trames des radars spatiaux Sentinel-1. Et je vous montrerai que vous avez accès aux données de Sentinel-1 sur le site de l'Agence spatiale européenne si vous désirez les traiter vous-même. Et puis on va prendre un exemple de satellite météorologique, Météorem 2, un satellite russe, qui communique non pas en modulation de phase binaire, mais en modulation de phase à 4 états, QPSK, et on verra que QPSK a quelques petites subtilités. Et puis finalement, j'essaierai de conclure dans le temps imparti avec la démonstration du principe de fonctionnement de radar, c'est-à-dire utiliser les signaux électromagnétiques non pas pour la communication numérique, mais pour en identifier les propriétés physiques et en particulier les réflexions sur des cibles statiques ou mobiles. Et vous allez voir qu'en fait, on n'est pas obligé de faire de l'émission de signaux radiofréquences pour faire du radar. On peut utiliser les signaux électromagnétiques ambiants, c'est-à-dire des signaux d'opportunité, par exemple émis par un émetteur de télévision ou un émetteur de FM. Voilà. Donc voilà un petit peu le plan de ce que je vous propose d'aborder pendant les 4 heures qui vont nous occuper. Alors, déjà, la première question qui m'avait été posée, qui était les filtres multicadences de la convolution. Donc j'ai repris ce point qui est l'utilisation des conceptions de filtres en traitement numérique du signal. Donc en traitement classique du signal, vous allez exprimer un filtre, une sortie de filtre Y, comme étant une moyenne pondérée des échantillons passés, X, avec un filtrage, une fonction de filtrage B
dont on va essayer de comprendre le sens physique que veulent dire ces coefficients B de pondération lorsqu'on veut filtrer un signal X en entrée afin de générer une sortie Y en sortie. Donc c'est ce qu'on va appeler la convolution de X par B. Et la question, c'est comment identifier ces coefficients de pondération B du filtre, en fonction évidemment d'un gabarit de filtre que nous désirons mettre en place pour rendre nos signaux exploitables. Alors, lorsque je discrétise le temps, c'est-à-dire ici une intégrale continue, intégrale par rapport à taux ici des taux, eh bien lorsque je fais une discrétisation du temps, cette intégrale devient une somme et les sorties non plus continues dans le temps t mais discrétisées en indice n vont être exprimées comme la sortie à un instant n et la somme pondérée des xn-k, donc les valeurs passées des mesures, multipliées par les coefficients de pondération b. Et encore une fois, la question qui va se poser, c'est que sont ces coefficients de pondération b. Alors, déjà, on peut intuiter un petit peu ce qui se passe dans le cas où on va choisir un cas particulier. C'est le cas que je prends ici. Prenons le cas B0 est égal à 1 et les autres BK pour K positif égaux à 0. Eh bien, ce cas est relativement facile à comprendre. Ça veut dire que Yn est égal à 1 fois B1 xn-0, donc Yn égale xn quand K est égal à 0. Et dans le cas K strictement positif, Yn est égal à 0 fois quelque chose, donc ça fait 0. Et en fin de compte, Yn est égal à xn, c'est-à-dire on a la fonction identité. Donc si je prends par exemple le cas B0 égale 1 et BK égale 0 pour tout cas positif, je peux générer un filtre dont la sortie est égale à l'entrée. On va voir que ça va nous être utile pour prendre en main dans GNU Radio les fonctions de convolution et de mise en place de ces filtres dans GNU Radio. De façon générale, si vous voulez que la sortie soit le x-npm élément, c'est-à-dire un retard dans le temps, eh bien vous pouvez dire que le b indice p, ça va être la fonction de Dirac, c'est-à-dire 1 pour le pm élément et 0 pour tous les autres éléments. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la sortie est retardée de p éléments par rapport à l'entrée. Donc on voit assez intuitivement que cette convolution peut devenir identité si un seul des b est égal à 1 et les autres sont égales à 0. Une autre façon de considérer la convolution, c'est de dire, lorsque je fais une moyenne, c'est la sortie y est égale à 1 sur n somme des x passés, des nx passés. Et dans ce cas-là, tous les b sont égales à 1, sauf 1 sur n, pardon, pour la conservation de l'énergie. Et dans ce cas, on voit qu'on fait une moyenne glissante. Donc si j'écris ça sur un bout de papier, par exemple, ça veut dire que j'écris y à un instant donné qui est égal à la somme 1 sur n des valeurs passées de xn. Donc je peux dire que je vais prendre la moyenne des xn-k pour k égale 0 jusqu'à n-1. Et dans ce cas-là, j'ai une moyenne glissante qui va me donner une sortie filtrée de l'entrée. Alors, de façon générale, dans ce cas-là, ça veut dire que les b sont tous égaux à 1 sur n, et je peux de cette façon faire une pondération. Alors, on va essayer de voir comment générer de façon plus judicieuse ces b par rapport à un gabarit de filtrage. La question qui m'avait été posée par rapport au filtre multicadence, lorsque j'ai filtré un signal, il est probable que je n'ai plus besoin de toute la bande passante du signal d'entrée. Et dans ce cas, je peux essayer de zoomer dans le spectre, c'est-à-dire réduire la fréquence d'échantillonnage afin d'avoir moins de points par seconde à traiter. Et pour avoir moins de points par seconde à traiter, je ne vais par exemple qu'en prendre 1 sur d, avec d ce qu'on appelle le facteur de décimation. Dans cet exemple, j'ai pris d égale 4. Vous voyez que la sortie, je ne prends que 1 point sur 4 au lieu de prendre toutes les sorties possibles, parce que lorsque je filtre, je réduis le contenu spectral de l'information et donc je n'ai plus besoin d'avoir une fréquence de Nyquist aussi élevée que lorsque j'ai acquis mes données initialement. Dans ce cas de la décimation, on voit qu'il serait inutile
de calculer tous les y pour n'en garder que 1 sur 4, on peut, avec tous les x d'entrée pondérés par tous ces b, faire le produit terme à terme pour générer un y, mais ensuite on peut laisser passer du temps, on fait 4 coups d'horloge, avant de recalculer un nouveau somme des bk xn-k, mais cette fois-ci pour la nouvelle sortie décalée de 4 coups d'horloge dans le temps. Et dans ce cas-là, on aura économisé du traitement de calcul puisque ces trois éléments n'auront pas eu besoin d'être calculés. Donc le débit des données en sortie n'est pas égal au débit des données en entrée, d'où la nomenclature multicadence ou en anglais multirate pour décrire ces filtres. Alors, la convolution, on voit que la convolution est donc cette opération de filtrer les éléments d'entrée passés afin de générer une sortie. Et comme c'est une intégrale, la convolution bénéficie de toutes les propriétés mathématiques des intégrales. Ça veut dire que notamment c'est une opération linéaire. Je donne la nomenclature d'une convolution comme étant cette étoile. Cette étoile ne veut pas dire multiplication, c'est la convolution. Et cette convolution qui est donc l'intégrale de x, les valeurs passées du signal fois les poids, les pondérations b de t-tau, on voit que comme c'est une intégrale, eh bien si je fais une constante fois une première fonction plus une constante fois la seconde fonction convoluée avec les filtres g, je vais respecter les conditions de linéarité, c'est-à-dire que je vais avoir a fois la convolution de e par g plus b fois la convolution de f par g. Donc on vérifie la condition que la convolution est associative et la convolution est commutative. On voit que selon que j'inverse x et b, il y a symétrie sur les termes tau et t moins tau. Donc la convolution de f par g est égale à la convolution de g par f. Donc on peut avoir les propriétés classiques de l'intégrale qui sont le cœur de la convolution. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces coefficients B sont en fait la réponse impulsionnelle du filtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la réponse impulsionnelle du filtre? La réponse impulsionnelle du filtre, c'est ce qui se passe lorsque vous excitez un filtre avec une fonction de Dirac. Ça veut dire que je vais envoyer un x qui est égal à 1 à un certain moment et tous ces autres x passés sont égaux à 0. Et on voit que quand on va faire l'intégrale de x fois b moins de n-k, eh bien, il n'y aura que le b correspondant au retard du x qu'on aura introduit qui va subsister. Et donc, ces coefficients b sont la réponse indicielle du filtre que nous concevons généralement dans le domaine spectral. On va caractériser un filtre selon un axe des fréquences qui est en Hertz, et en fait, on va calculer ce filtre dans le domaine temporel comme une convolution avec B, la réponse impulsionnelle du filtre. Alors en fait, dans la pratique, souvent on ne va pas calculer le filtre dans le domaine temporel, mais on va le calculer dans le domaine spectral pour bénéficier de l'efficacité de calcul de la transformée de Fourier rapide, Fast Fourier Transform, la FFT. Et cette FFT a la propriété que lorsqu'on veut faire la transformée de Fourier d'un vecteur de longueur n, donc un vecteur de longueur n va générer n éléments après transformée de Fourier. Et si vous regardez l'expression d'une transformée de Fourier, qui s'écrit, lorsque j'écris une transformée de Fourier comme étant la sortie, donc la transformée de Fourier dit que d'une fonction f dit que la sortie f en fonction de la fréquence, c'est égal à la somme des signaux que j'ai pris en entrée exponentielle de j de pi ft. Alors selon que vous soyez physicien ou ingénieur, vous allez mettre plus j de pi ft ou moins j de pi ft. Eh bien, ce terme, vous voyez que je vais avoir une multiplication de 0 jusqu'à n-1, les n éléments que j'ai acquis. Et ça veut dire que ici, je vais faire n multiplications pour générer n points. Donc la transformée de Fourier classique est un algorithme qu'on qualifie de complexité n carré, puisque je vais faire n multiplications multipliées par les n termes de sortie. Au contraire, la transformée de Fourier rapide, telle qu'elle a été inventée par Gauss, est un algorithme qui va utiliser un arbre binaire et qui va utiliser les propriétés de symétrie des fonctions trigonométriques en vue de ne calculer que n logarithme en base 2 de n multiplications, et donc vous faire économiser un temps considérable de calcul.
Et la propriété de la convolution, que je vais vous démontrer dans les pages qui vont suivre, c'est que lorsqu'on prend la convolution entre une fonction g et h, eh bien cette convolution s'écrit l'intégrale de g de t h de taux moins t. J'intègre ici quelque chose qui va dépendre de taux, donc dt. Et j'ai un résultat qui est dépendant de taux, l'écart de temps que j'introduis entre g et h. Eh bien, ce que je vais vous montrer, c'est qu'à partir de ces deux définitions de la transformée de Fourier d'un signal qui va dépendre de f et de la convolution g et h, on va en déduire que la transformée de Fourier de la convolution de deux fonctions g et h, c'est égal à la transformée de Fourier de g multiplié par la transformée de Fourier de h. Et ça, c'est très efficace parce que grâce à la FFT, grâce à la transformée de Fourier rapide, au lieu de faire encore une fois ces n multiplications pour les n termes de sortie, c'est-à-dire encore un algorithme de complexité n carré, on va bénéficier de la transformée de Fourier rapide de complexité n log n. Alors pour rapidement vous montrer comment on fait cette démonstration que le produit des transformées de Fourier est la transformée de Fourier de la convolution, eh bien on peut écrire ça comme étant comment s'exprime la transformée de Fourier de la convolution de G et H. Eh bien la transformée de Fourier de la convolution, c'est la transformée de Fourier de l'intégrale de G de t H de taux moins t dt. Et si je dis que cette transformée de Fourier, c'est l'expression qu'on vient de donner ici, ceci s'écrit intégrale de l'intégrale, donc une double intégrale d'une part en temps, d'autre part en fréquence. Et comme la convolution, c'est quelque chose qui ressort en taux, en écart de temps entre les signaux d'entrée, eh bien la seconde intégrale pour Fourier va se faire selon g de t h de taux moins t, et cette fois-ci, on va écrire exponentielle de j de pi f taux, puisque ce terme taux ici est le taux qui nous reste une fois qu'on a fait la convolution. Et il nous reste toujours l'intégrale donc en d taux pour Fourier et l'intégrale en dt pour la convolution. Voici l'expression complète de cette transformée de Fourier de la convolution. Et l'astuce qui est mise en œuvre pour faire la démonstration, c'est de créer une variable intermédiaire, S, qu'on va définir comme étant égale à taux moins t. Si S est égal à taux moins t, cela va me permettre d'éliminer ce terme dans le produit. Et si S est égal à taux moins t, je vais pouvoir dire que le taux qui est ici est égal à S plus t. Donc vous voyez que cette fois-ci, ce terme s'écrit comme une double intégrale de g de t h de s, exponentielle de j de pi, je remplace le f taux qui est ici par s plus t, et comme taux est égal à s plus t, d taux est égal à ds. Donc si d taux égale à ds, intégrale de ds et dt que je garde ici. Si vous avez ce terme qui est ici, vous voyez que j'ai une double intégrale par rapport à t et par rapport à s, mais ce terme ici, il s'écrit exponentielle de j de pi fs multiplié par exponentielle de j de pi ft, puisque je peux séparer le s et le t qui sont ici. Et donc, maintenant, j'ai en fait deux intégrales g de t exponentielle de j de pi ft et une seconde intégrale h de s exponentielle de j de pi fs. Et vous voyez que ces deux intégrales sont totalement indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez en train de faire une intégrale à deux dimensions sur des axes totalement indépendants. Et donc, je vais pouvoir séparer ces deux intégrales, c'est-à-dire, je vais pouvoir dire que l'intégrale de, si je reprends mon terme, g de t exponentielle de j de pi ft dt
multiplié par l'intégrale de h de s exponentielle de j de pi fs ds. C'est comme si je faisais, donc cette double intégrale que j'avais, je vais faire une intégrale selon l'axe dt et une intégrale selon l'axe ds, et ces deux intégrales étant indépendantes l'une de l'autre, je peux les séparer. Et ça, vous voyez que ça, c'est le premier terme, la transformée de Fourier de g par rapport à ce f dont j'ai pris une variable temporelle t ici. Et ce terme-là, c'est la transformée de Fourier de h, cette fois-ci intégrée par rapport à un temps que j'ai appelé s, qui est cette variable intermédiaire que j'ai créée. Et donc, vous voyez que ce terme-là, c'est égal à la transformée de Fourier de la convolution de g et h, telle que nous venons de l'introduire au début. Donc, l'astuce pour avoir ce terme que la transformée de Fourier des convolutions est égale au produit des transformées de Fourier vient de ce passage par la variable temporaire s égale t plus tau qui vous permet de séparer les deux contributions à cette intégrale. Donc ça, c'est extrêmement important parce que d'une part, on aura de l'efficacité en termes de ressources de calcul en passant par la transformée de Fourier rapide, mais surtout, ça veut dire qu'on va pouvoir implémenter une convolution dès lors que la transformée de Fourier existe dans l'outil de traitement que nous utilisons, dans notre cas, GNU Radio. Alors, je vous propose de mettre cette introduction mathématique en pratique avec GNU Radio Companion, avec notre outil de prototypage de radiologiciel. Donc, je vous propose de faire avec moi, de lancer GNU Radio Companion sur vos ordinateurs. Et on va essayer de démontrer ce que sont ces coefficients B de la convolution. Donc pour ce faire, vous vous rappelez qu'au début, quand on lance GNU Radio Companion, on a toujours une configuration par défaut dans laquelle je dis que c'est une interface graphique qui va être créée et toute la chaîne de traitement est cadencée en temps discret, c'est-à-dire j'ai besoin d'une fréquence d'échantillonnage que GNU Radio nomme comme une variable semprate, la fréquence d'échantillonnage de la chaîne de traitement. Alors ce que je vous propose, c'est que pour caractériser un FIR, un filtre à réponse impulsionnelle finie, nous allons sélectionner le filtre FIR. Alors dans ce cas, on ne va ni interpoler ni décimer, on va simplement regarder la réponse fréquentielle d'un FIR. Donc que vous preniez le decimating ou le interpolating n'aura pas d'importance dans cette démonstration. On va prendre le decimating, c'est plus facile. Donc je prends mon decimating FIR filter qui va me permettre de démontrer comment est conçu un filtre à réponse impulsionnelle finie et en particulier le sens de ces coefficients B. Ces coefficients B de intégrale de bk xn-k, c'est ce que GNU Radio appelle les TAPS. Les TAPS, ce sont les coefficients du filtre que je viens de décrire. Alors, comme j'ai envie de vous parler de l'identité, je vous ai dit que si B est égal à 1, alors on a une fonction identité, puisque y à l'instant n, c'est égal à bk1 fois xn-k, c'est-à-dire x, la valeur qu'on vient de recevoir, si k est égal à 0, et c'est égal à 0 dans le cas contraire. Donc si je mets dans les TAPS ici le cas particulier 1, ça veut dire que c'est comme si j'avais écrit avec cette équation, B, si je fais TAPS est égal au vecteur 1, c'est comme si j'écrivais que les BK est égal à 1 si K est égal à 0 et BK est égal à 0 si K est différent de 0. Donc voilà ce que veut dire l'expression TAPS égale à 1 dans cette démonstration. Alors, du coup, si j'ai mis TAPS est égal à 1, j'essaye de vous convaincre que j'ai fabriqué l'identité. Donc, comment je peux faire pour vous convaincre que j'ai fait l'identité? Eh bien, on va par exemple prendre une source de bruit. Et cette source de bruit, si je connais son spectre, parce que je sais que le spectre d'un bruit est plat, alors je dois, après filtrage, toujours avoir un spectre plat. Donc, pour me convaincre de cela, je peux choisir l'analyseur de spectre. L'analyseur de spectre, c'est le Qt Graphical User Interface Frequency Sync, le Qt GUI Frequency Sync. Et ça, c'est un analyseur de spectre qui va me permettre de visualiser dans le domaine spectral la réponse du filtre que je viens de concevoir. Donc, je connecte la sortie du filtre avec l'analyseur de spectre. Et si vous vous rappelez ce qu'on a raconté au début,
lorsqu'il n'y a pas d'interface matérielle pour cadencer le flux de traitement, c'est-à-dire qu'ici on a une source virtuelle de bruit avec un filtre et un afficheur, un analyseur de spectre virtuel, il faut que je cadence le flux de traitement pour ne pas saturer le processeur de mon ordinateur. Et pour ce faire, je dois mettre un bloc, une pédale d'accélération, hein, l'accélérateur, le throttle. Donc le throttle block, c'est cette fonction qui permet à GNU Radio de dire essaye de ne générer que 5 rates par seconde et pas autant de points que pourrait en générer le processeur. Donc je mets ce throttle block qui essaye de cadencer le flux de traitement. Donc j'ai une source de bruit, un bloc throttle qui cadence la chaîne, un decimating filter avec un facteur de décimation de 1, je garde tous les points en sortie que j'avais en entrée, et des coefficients, des taps, qui pour l'instant valent 1. Donc en fait, BK égale 1 pour K égale 0 et vaut 0 sinon. Et j'affiche ça dans le spectre. Si vous sauvez cette chaîne de traitement, donc on va la sauver pour l'exécuter, donc je la sauve dans par exemple exemple 1. Sous Linux, je sauve ça dans TMP, qui est le répertoire temporaire de sauvegarde. Vous voyez que maintenant, il n'y a plus aucun élément rouge sur ma chaîne de traitement. Je peux l'exécuter. Donc pour exécuter cette chaîne de traitement, je clique sur la flèche pour jouer et je joue la chaîne de traitement pour en observer le résultat. Voilà. Vous voyez que effectivement, tel que je l'ai annoncé, alors je peux cliquer bouton du milieu et demander à moyenner la FFT. Je constate, tel que je vous l'ai annoncé, que la transformée de Fourier d'un bruit dont le spectre est plat, après passage par le bloc identité, reste un spectre plat. Donc, j'ai bien la fonction identité, le spectre qui était initialement plat est resté plat. Maintenant, est-ce que je peux vous faire intuiter ce qu'est les coefficients? Eh bien, si je veux, par exemple, faire une fenêtre rectangulaire, je peux dire que les coefficients, je vais faire une moyenne sur deux éléments successifs. Si j'écris 1 et 1, ça veut dire que j'écris cette fois-ci non plus que bk est égal à 1 si k égale 0, mais cette fois-ci, je vais écrire que bk égale à 1 si k est égal à 0 ou 1, et bk égale 0 si k non plus est supérieur à 0, mais supérieur à 1. Puisque cette fois-ci, j'ai mis deux termes, l'élément numéro 0 et l'élément numéro 1. Donc cette fois-ci, je vais faire une moyenne glissante sur deux éléments successifs. Alors, comme on vient de voir que la transformée de Fourier de la convolution, c'est le produit des transformées de Fourier, ça veut dire que je vais avoir la transformée de Fourier du bruit, et ça c'est quelque chose de constant, hein, la transformée de Fourier d'une fonction bruit c'est 1, c'est la constante, et je vais avoir la transformée de Fourier du filtre. Et le filtre que je viens de créer, c'est un filtre qui vaut 0 partout, sauf 1 et 1 sur deux de ces éléments, et ensuite 0 partout. Donc j'aurai la transformée de Fourier d'une fenêtre rectangulaire qui vaut 1 et 1, c'est-à-dire un sinus cardinal. Alors est-ce que c'est vrai que lorsque je fais la transformée de Fourier de la convolution avec le vecteur 1, 1, je vais avoir un sinus cardinal? Eh bien, on va essayer de le vérifier. Donc j'exécute cette chaîne de traitement dans lesquelles j'ai pris comme coefficient 1 et 1. Et lorsque la chaîne de traitement s'exécute, on voit qu'on a, de nouveau, je fais bouton du milieu, Moyen-Âge, on commence à voir que cette fois-ci, il y a eu un impact, c'est-à-dire sur les bords de la bande spectrale qui m'intéresse, on voit que je suis en train de filtrer. Alors, là, pour l'instant, ça ne ressemble pas beaucoup à un sinus cardinal, mais vous savez que plus la fenêtre est large, plus le sinus cardinal devient étroit. Donc mettons que je vais agrandir d'un facteur 2 la fenêtre, je mets 4,1 cette fois-ci. Ça veut dire que je fais la moyenne sur 4 coefficients successifs des données en entrée, c'est-à-dire je vais moyenner 4 données issues du générateur de bruit. Donc normalement, on devrait avoir un sinus cardinal 2 fois plus fin qu'auparavant. Et en effet, maintenant, quand vous tracez la sortie après convolution, vous avez un sinus cardinal qui a cette fois-ci
4 nuls aux deux extrémités et ici les deux notches, les deux nuls. Et de cette façon, je suis en train de vérifier que la convolution est bien le produit transformé de Fourier. La transformée de Fourier du bruit, c'est la fonction constante, et la transformée de Fourier de la fenêtre rectangulaire, c'est le sinus cardinal. Alors on peut s'en convaincre, on peut généraliser cette condition. Le Python est très souple. Il vous permet, au lieu de continuer à rajouter des 1 dans cette fenêtre à la main, ce que vous avez le droit d'écrire, je veux utiliser le vecteur 1, et si vous écrivez que ce vecteur 1 est multiplié par 64 par exemple, eh bien ce que va faire Python, il va dire ce n'est pas la valeur 1 qui va être multipliée par 64, mais c'est le vecteur 1 que je vais dupliquer 64 fois. Rappelez-vous, GNU Radio est un générateur de code Python, donc ce que vous écrivez dans les expressions de ces menus, ce sont en fait des fonctions Python. Et vous voyez que là, GNU Radio a déjà commencé à interpréter ce que j'ai écrit une fois 64, c'est-à-dire qu'il me dit que les coefficients, les taps, vous le voyez juste en dessous, c'est 64 fois 1 les uns après les autres. Et si je fais si j'exécute cette chaîne de traitement, je peux me convaincre que maintenant j'ai un sinus cardinal beaucoup plus fin puisque je moyenne sur 64. Donc vous voyez, cette fois-ci, vous avez tous ces trous les uns après les autres, tous ces nuls les uns après les autres, qui correspondent au notch du filtrage, c'est-à-dire une moyenne glissante sur 64 éléments. Et la fonction de transfert de cette moyenne glissante sur 64 éléments, c'est un pic très fin. Et pour en venir finalement au fait d'avoir des filtres multicadences, ça veut dire quoi multicadence? Ça veut dire que maintenant, j'ai un spectre qui va de moins 16 kHz à plus 16 kHz, mais vous voyez que le contenu utile, il ne va plus que de moins 600 Hz à plus 600 Hz dans cet exemple. Toute cette information ici a disparu puisque je l'ai filtrée. Et donc, je vais pouvoir éliminer cette partie du spectre. Pour éliminer cette partie du spectre, je peux décimer, puisque décimer, c'est réduire la fréquence d'échantillonnage. Si je réduis la fréquence d'échantillonnage, je réduis la fréquence de Nyquist. Donc, par exemple, dans cet exemple, je vais décimer d'un facteur 10. Si je décime d'un facteur 10, alors je n'ai plus que 1 point sur 10 en sortie, et il faut bien que je pense, dans mon analyseur de spectre, à diviser par 10 la fréquence d'échantillonnage pour être cohérent. Je n'ai plus que 1 point sur 10 qui sort. Si j'exécute cette chaîne, vous allez constater que cette fois-ci, la bande passante n'est plus de 32 kHz, mais 3,2 kHz, puisque j'ai divisé par 10 la fréquence d'échantillonnage. Et en effet, vous constatez que j'ai zoomé dans le spectre. Le spectre qui avant avait une multitude de notches, c'est-à-dire une multitude de passages S0, maintenant ne va plus que de moins 3 kHz à plus 3 kHz. Et j'ai zoomé sur la région centrale du spectre en éliminant tous les termes qui ne servaient plus à rien, puisque j'avais annulé les contributions spectrales entre 30 kHz et 3 kHz. Donc multicadence, ça veut dire qu'en sortie, je ne peux ne prendre que 1 point sur 10 dans cet exemple, au lieu de sortir tous les points du calcul. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que GNU Radio, avant d'être un générateur de traitement du signal en interface graphique, c'est un générateur de code Python. Alors, ici, vous voyez que lorsque je compile un programme, dans mon exemple, je l'ai sauvé dans tmp exemple1.grc, et chaque fois que je joue sur exécuter, chaque fois que je clique sur la flèche, en fait, ce que fait GNU Radio, c'est qu'il exécute exemple1.py. Alors, c'est quoi ce exemple1.py? Eh bien, je peux aller regarder le contenu de ce fichier. Et ce fichier, dans TMP, c'est la chaîne de traitement exemple1.py dans lequel on voit que GNU Radio a en réalité généré du code Python. Et on peut essayer de se convaincre que ce code Python contient en fait toutes les chaînes de traitement. Si je cherche par exemple le filtre, bien, je devrais pouvoir trouver le filtre dans mes instantiations de blocs que je vais essayer de trouver ici. Voici les blocs. J'ai le voilà, les frequency sync avec leur configuration. Et si je cherche le bloc de traitement, voilà, vous voyez ici le FEAR filter qui prend comme argument
j'ai fait appel au FearFilter avec comme argument le facteur de décimation, les 10 que j'ai choisis ici, et le fait d'avoir des taps, des coefficients, qui sont ce vecteur 1 multiplié 64 fois. Donc vous comprenez pourquoi on peut utiliser des expressions de Python pour fabriquer les chaînes de traitement. C'est parce qu'en fait, GNU Radio Companion est un générateur de code Python, et tout ce que vous écrivez en Python va être interprété à l'exécution comme étant du Python. Mais si c'est du Python, ça veut dire qu'on doit pouvoir reproduire l'expérience que je viens de faire en Python. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Reprenons l'exemple précédent et on va retirer le facteur de décimation et on va dire, on va générer un filtre qui ne contient que 4 fois le vecteur 1. Donc on va faire 4 fois 1, c'est-à-dire 4, 1 successifs. Je vais faire une moyenne glissante sur 4. Si je n'ai plus de décimation, je vais remettre mon semrate qui est égal ici à la fréquence d'échantillonnage initiale. Et lorsque j'exécute cette chaîne de traitement, on retrouve notre sinus cardinal avec ces 4 notches, ces 4 passages à zéro, dont on va voir les propriétés spectrales ici. Voilà le filtre après convolution. Donc j'ai fait mon filtre de convolution et je vois la fonction de transfert. Et je vous ai dit, la fonction de transfert ici, c'est comme j'excite avec un bruit blanc, c'est la fonction de transfert du filtre. Et le filtre, c'est la transformée de Fourier d'un rectangle, c'est-à-dire un sinus cardinal. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on le vérifie avec Python, et je voudrais vous montrer qu'on peut reproduire un certain nombre de traitements avec Python et ses implémentations de traitement numérique du signal qui s'appellent NumPy. Donc si vous avez installé GNU Radio, vous avez forcément installé Python, dont vous avez l'interpréteur Python 3, qui est la version actuelle de Python. Alors c'est l'occasion pour moi de vous montrer un tout petit peu de traitement du signal dans Python. Alors comment vous faites pour faire du traitement numérique du signal dans Python? Eh bien, Python vous propose une bibliothèque de traitement numérique qui s'appelle NumPy, et on va importer la bibliothèque NumPy, mais pour ne pas avoir à taper tout le temps NumPy qui est un petit peu long, on va dire que cette bibliothèque NumPy, on va l'appeler NP. Et si vous avez déjà un peu programmé en Python, lorsqu'on veut tracer des courbes, il y a une bibliothèque très sympathique qui est fournie par Matplotlib, qui est la bibliothèque d'affichage de Python. Et dans Matplotlib, on va prendre un sous-ensemble. On va prendre pyplot, qui est la bibliothèque Python pour tracer. Et encore une fois, comme on n'a pas envie de taper à chaque fois pyplot, on va appeler ça une bibliothèque PLT, comme ça va être beaucoup plus facile à taper. Alors, maintenant que j'ai chargé NumPy et de quoi tracer plot, je vais pouvoir faire un vecteur X, et NumPy, au même titre que MATLAB et sa version libre Octave, vous permettent de fabriquer un vecteur de 0, par exemple, de 1024 éléments. Donc je vais dire que X, c'est un vecteur de 1024 zéros. Si je print X, il ne va pas tous les afficher, évidemment. C'est un élément 1024 zéros. Alors, si je fais la transformée de Fourier d'un vecteur qui ne contient que des zéros, ça n'a absolument aucun intérêt, puisque la somme de exponentielle de j de pi ft fois 0, ça va faire 0, il n'y a aucune énergie. Donc je vais dire que le premier élément, et rappelez-vous en Python les indices commencent à 0, je vais dire que le premier élément il est égal à 1. Donc cette fois-ci, si j'affiche le contenu de x, vous constatez qu'ils valent tous 0, sauf le premier élément. Alors quelque chose dont le premier élément ne vaut pas 0, c'est une fonction de Dirac, c'est le premier élément est non nul et les autres sont égaux à 0. Et donc je peux afficher la transformée de Fourier de cette chose-là. Alors quand vous voulez afficher la transformée de Fourier, on peut faire appel à la bibliothèque plot qu'on vient de demander, donc plt.plot, et on va afficher la valeur absolue de la transformée de Fourier telle qu'elle est fournie par NumPy de x, donc du vecteur que je viens de créer. Donc je veux demander à tracer la transformée de Fourier de x, c'est-à-dire je regarde la réponse la réponse indicielle du filtre qui est formée juste d'un élément à 1. Et donc lorsque je trace cet élément, eh bien, je demande à afficher la courbe et vous constatez que la transformée de Fourier d'une fonction de Dirac, c'est-à-dire la transformée de Fourier de 1, c'est 1.
Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On savait bien que la transformée de Fourier de Dirac, c'est la fonction constante. Mais ce n'est pas ça que j'ai ici. Ici, j'ai une fonction de fenêtrage qui est un rectangle de 4, 1. Donc je vais faire ça de cette façon-là. Je vais dire que x de 0 jusqu'à 4, c'est égal à 1. Et cette fois-ci, si j'affiche x, nous constaterons que les 4 premiers éléments de x sont à 1. Et si je retrace la transformée de Fourier de ces éléments-là, je vois que cette fois-ci, j'ai bien un sinus cardinal. Mais le sinus cardinal, il suit la nomenclature de MATLAB, c'est-à-dire il met la fréquence nulle à l'indice 0, il met la fréquence de Nyquist, demi-fréquence d'échantillonnage au milieu de la courbe, et il met la fréquence d'échantillonnage à droite. Or, nous, quand on fait de la radio logicielle, on aime bien avoir la fréquence 0 au milieu, moins la fréquence de Nyquist, moins la demi-fréquence d'échantillonnage à gauche, tel que le fait GNU Radio, et on aime bien avoir la fréquence de Nyquist à droite. Alors, pour ce faire, tout comme dans MATLAB, il existe la fonction qui intervertit les cadrans, qui s'appelle dans la bibliothèque FFT, elle s'appelle FFT Shift. Et cette fonction FFT Shift va intervertir les cadrans entre la gauche et la droite. Donc vous voyez que cette fois-ci, par périodicité du spectre, je peux dire qu'un spectre, ça va de moins fs sur 2, la fréquence de Nyquist, jusqu'à plus fs sur 2, ou bien, comme on l'avait fait auparavant, la transformée de Fourier allait de 0 à fs, mais par périodicité, c'est exactement la même chose. Et donc là, vous voyez, alors si je veux me mettre en échelle logarithmique pour avoir vraiment quelque chose qui ressemble, alors du coup, cette fois-ci, vous avez quelque chose qui ressemble cruellement à la fonction telle que nous l'a donnée GNU Radio. Et puis on peut s'en convaincre en disant, ben, cette fois-ci, dans GNU Radio, si je mets non plus 4 éléments comme je l'ai fait auparavant, mais 64 éléments, eh bien je peux lancer dans GNU Radio ma transformée de Fourier d'une fenêtre de 64 éléments. Et en même temps, je peux, donc cette fois-ci, je prends valeur moyenne ici. Et de la même façon, dans Python, je peux dire que non plus 0 jusqu'à 4, mais 0 jusqu'à 64. Rappelez-vous, hein, en Python, on commence à 0 et le dernier élément n'est pas inclus. Donc je dis que 64 éléments vont être égaux à 1. Et de nouveau, je peux tracer la transformée de Fourier de cet objet. Et vous voyez encore une fois que je peux retrouver le résultat qu'avait fourni GNU Radio. Donc je comprends bien maintenant le sens physique de ce que sont ces coefficients. Ces coefficients, ce sont vraiment la transformée de Fourier de la réponse indicielle du filtre, tel que je le constate en faisant passer un bruit blanc dans les coefficients. Voilà. Je voulais vous faire ce lien étroit qu'il y a entre GNU Radio et Python parce que GNU Radio a cet avantage qu'on peut traiter les données dynamiquement, donc c'est sympathique parce qu'on peut changer les propriétés des signaux dynamiquement, mais vous pouvez retrouver tout ce que vous avez fait dans GNU Radio avec un traitement du signal dans Python. Vous voyez que le résultat est bien entendu strictement identique. Voilà, alors ça, c'était voilà, un petit exemple pour vous montrer ce lien Python GNU Radio et la compréhension de ce que sont ces TAPS. Donc ces TAPS, en fait, c'est la réponse indicielle du filtre. Et lorsque vous voulez faire un filtre un peu compliqué, un filtre passe-bande, un filtre avec des coefficients un peu plus subtils, eh bien, vous pouvez générer automatiquement ces coefficients en fonction d'un gabarit. Par exemple, je peux dire qu'un filtre doit être une fenêtre de Hamming, c'est-à-dire une fenêtre qui va présenter des propriétés de ne pas rebondir, de ne pas faire fuir de l'énergie dans les bandes spectrales adjacentes, et je vais pouvoir définir ces coefficients comme étant une fréquence de coupure et une bande de transition, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le filtre passe de bande passante à bande de coupure. Alors, ça, c'est intéressant parce que, en fait, c'est pas complètement évident qu'il soit toujours judicieux de passer par le domaine de Fourier, parce que certes, le domaine de Fourier vous fait gagner en termes de vitesse de calcul n log n au lieu de n au carré, mais une transformée de Fourier, elle va forcément générer les n éléments de la transformée de Fourier avant de vous permettre de décimer avec les 1 point sur d pour un facteur de décimation d. Et ce que décrit Tom Rondeau sur sa page web, c'est que si vous avez un n petit,
il n'est peut-être pas judicieux de passer par le domaine de Fourier, mais le calcul dans le domaine temporel, pour bénéficier de ce facteur de décimation dans lequel vous ne calculez que 1 point sur d pour un facteur de décimation d, vous fait gagner du temps. Et donc, l'axiome comme quoi le passage dans le domaine de Fourier est toujours bénéfique par le passage à n log n éléments de calcul au lieu des n carrés, vous voyez que grâce à la décimation dont on bénéficie dans le calcul dans le domaine temporel, ne rend pas ce principe général. Donc pensez bien à la façon de faire ce calcul en fonction des opérations que vous cherchez à faire. Voilà, donc là on a la démonstration de ce que sont ces coefficients de filtrage. Et puis je voulais vous donner un exemple à quel moment j'ai utilisé en pratique ces convolutions. Alors ces convolutions, je m'en suis servi lorsque j'ai voulu décoder un protocole de communication d'avion. C'est un protocole qui s'appelle ACARS, Aircraft Communication Addressing and Reporting System, est un protocole par lequel, alors il est pratique parce qu'il a été créé dans les années 70, donc c'est forcément un protocole très facile à analyser par les standards actuels. Et en fait, ce protocole permet à des avions d'envoyer vers les aéroports du texte libre, de la télémétrie, leur position, ce type d'informations. Donc c'est transmis par des avions, surtout de leur décollage et de leur atterrissage, mais même lorsque les avions sont en transit, de temps en temps, ils envoient des messages. Pendant la dernière Coupe du Monde de football, j'ai vu un pilote demander à la tour de contrôle pour informer ses passagers du score d'un match en cours, donc le type de texte libre que vous pouvez trouver sur ces communications. Alors comme tout protocole aéronautique, c'est modulé en amplitude. Je vous ai montré à la dernière séance que si on communiquait en FM, il y avait l'effet capture de la FM qui a empêché un avion lointain qui envoie un message de détresse d'être entendu de la tour. Donc en fait, on utilise toujours l'AM en aéronautique. Et si vous cherchez un petit peu sur Internet, alors moi je me suis inspiré de ce document qui résume le protocole ACARS. Ce qui nous intéresse, c'est que ACARS encode l'information numérique portée par la modulation AM sous forme de 2 tones, de 2 fréquences qui sont à 1200 ou 2400 Hz. Donc il y a 2 fréquences possibles de modulation du signal en amplitude qui sont, donc c'est de l'ASK, de Amplitude Shift Keying qui module un signal audio-fréquence, et à 1200 Hz ou à 2400 Hz, je vais pouvoir retrouver les 2 états possibles, 1 ou 0, du message qui est transmis. Et donc en fait, on nous informe que la transmission se fait à 2400 symboles par seconde, 2400 bits par seconde. Et donc, vous voyez que les 2 états possibles des messages qui sont transmis, ça va être soit un tone qui représente le 1, c'est-à-dire un état de bit qui vaut... soit j'ai comme je suis à 2400 bits par seconde, eh bien à 2400 Hz, j'aurai une période d'un signal qui représente le statut 1, ou bien le statut du 0. Le 0, on nous informe qu'il est à 1200 Hz, c'est-à-dire une demi-période, soit positive, soit négative, qui va représenter le 0. Donc voilà les 2 états possibles que l'on va chercher à décoder. Et puis, on nous explique qu'en plus, c'est un codage différentiel. Un codage différentiel, ça veut dire qu'on ne va pas coder le fait qu'on transmette un 1 ou un 0, mais ça veut dire qu'on va transmettre le changement d'état. Est-ce qu'on passe de 1 à 0 ou de 0 à 1, ou est-ce qu'on garde le même état, c'est-à-dire le nouveau bit, c'est égal à la valeur précédente. Alors ça, c'est quelque chose qui est utilisé très souvent pour essayer de maximiser le nombre de transitions. On va voir plus tard, c'est similaire à Manchester, c'est-à-dire au fait de vouloir maximiser le nombre de transitions. Et puis on nous informe du format des messages. On commence par un symbole de synchronisation suivi d'un certain nombre de messages, et puis avec un en-tête, l'adresse de l'avion, etc. Donc vous avez ici le descriptif complet du protocole, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est étant donné qu'on a décrit les messages qui sont transmis comme étant soit à 1200, soit à 2400 Hz, eh bien vous voyez que je vais devoir faire 2 filtres qui vont sélectionner ce qui se passe autour de 1200 ou 2400 Hz.
Mais avant de pouvoir filtrer les deux états de bits, on nous explique qu'il y a 16 caractères, le pre-key. Ce pre-key, c'est en fait un message de synchronisation qui va permettre au récepteur de se synchroniser sur l'émetteur. Alors à quoi ça ressemble un signal ACARS quand vous l'écoutez? Eh bien voici le démarrage d'un signal ACARS. Vous voyez tout à fait à gauche, il ne se passe rien. C'est le silence, aucun avion ne communique, donc on entend très peu de signal. Alors quand j'ai implémenté le signal ACARS, eh bien, je détecte le début d'une transmission quand la puissance croît soudainement. Donc en fait, c'est une simple détection de seuillage. Vous voyez que lorsque la détection de seuillage dépasse une certaine valeur, je détecte le démarrage d'une séquence ACARS. Et au début, on a ces 16 caractères qui n'envoient que du 2400 Hz. Donc si je zoome dans ce préquis, vous voyez que j'ai ici le préambule à 2400 Hz qui me permet de synchroniser le récepteur sur l'émetteur. Et après ces 16 caractères pendant lesquels on n'envoie que du 2400 Hz, je commence à avoir la séquence qui alterne des 1200 et des 2400 Hz. Donc vous voyez ici du 1200 Hz, vous voyez ici du 2400 Hz, du 1200 Hz, qui représentent les changements d'état ou non de la transmission à ACARS. Maintenant que j'ai ces communications qui sont identifiées, c'est-à-dire ces deux statuts 2400 Hz ou 1200 Hz, eh bien je peux me lancer dans le décodage. Alors ACARS, si vous désirez l'écouter avec un récepteur radio, et encore une fois, moi je fais toutes mes expériences avec ces petits récepteurs de radio logiciels que sont ces petits récepteurs que vous voyez ici. Hein. Donc ce récepteur de radio logiciel qui marche entre 27 MHz et 1600 MHz, donc le ACARS qui se trouve à 131,7 MHz, que ce soit en Europe ou en Afrique, eh bien vous pouvez les recevoir avec ces petits récepteurs qui coûtent une dizaine de dollars pour faire la réception de ces signaux. Donc il existe une multitude de bandes ACARS et si vous avez envie de savoir quand écouter, eh bien sur le web il existe une application qui s'appelle Flight Radar et Flight Radar vous permet de savoir quels sont les avions qui volent à un instant donné dans votre entourage. C'est une application dont je me sers assez souvent pour essayer de savoir si ça vaut la peine que j'écoute les avions ou pas. Donc Flight Radar 24 va me permettre de connaître l'état des aéronefs qui survolent une région donnée du monde. Il est en train de se charger. Donc voilà un exemple de Flight Radar dans la région qui nous intéresse. Et donc vous pouvez savoir un petit peu qu'est-ce qui est en train de circuler comme avion le temps qu'il charge. Je vais le laisser charger la page. Donc voilà les exemples, comment je démodule ce signal ACARS. Eh bien, tiens, voilà. Hop, voici Flight Radar et on a ici un avion dans la région qui nous intéresse. Donc voilà un Bamako-Gao qui a décollé. Et donc cet avion, lors de son décollage, il va émettre un certain nombre de télémétries vers l'aéroport. Et ces informations de télémétrie, vous pouvez les décoder grâce à ACARS. Donc comment je vais décoder ces messages? Eh bien vous voyez que j'ai acquis un signal et je vais concevoir deux filtres. Et comme on a vu que les filtres, ce sont les réponses indicielles, comme les coefficients, ce sont les réponses indicielles des filtres, eh bien je fabrique mes deux signaux comme étant exponentielle de J2π fois 2400 ou 1200, donc les deux fréquences centrales qui m'intéressent pour décoder mes deux bandes de fréquences, et ce, par pas de 1 sur fs. Rappelez-vous, quand on fabrique un temps synthétique, quand on fabrique un temps discret, on incrémente le temps par pas de 1 sur fs. Et donc une fois que j'ai fabriqué mes deux filtres, je peux faire la transformée de Fourier, et comme on vient de voir à l'instant que la convolution, c'est le produit des transformées de Fourier, je prends la transformée de Fourier du signal que j'ai acquis, je prends la transformée de Fourier des coefficients B que je viens de fabriquer, je fais le produit des transformées de Fourier, et une fois que j'ai fait le produit des transformées de Fourier, je reviens dans le domaine temporel par transformée de Fourier inverse. Donc voilà l'implémentation de la convolution. Je pourrais le faire grâce aux fonctions MATLAB qui s'appellent conv. Donc la fonction conv
qui est ici va faire la même opération, c'est une convolution. Et si vous regardez comment est implémenté conv dans MATLAB, eh bien en fait conv c'est en réalité le produit des transformés de Fourier dont on fait ensuite la transformée de Fourier inverse. Donc en fait le conv qui est ici, c'est exactement le FFT fois FFT du signal fois FFT du filtre et IFFT du résultat. Donc voici mon filtrage tel que je l'implémente dans MATLAB. Mais le gros bénéfice de l'implémenter comme produit des transformés de Fourier, c'est que quand je vais vouloir traduire cet algorithme dans un langage tel que Python ou C, qui lui ne contient pas la fonction conv, eh bien les transformés de Fourier, ça je peux les trouver et ça sera beaucoup plus facile pour moi de traduire dans un langage de haut niveau ces fonctions de haut niveau, ces fonctions de transformés de Fourier. Donc voilà comment je fais mon filtrage sous MATLAB. Et une fois que j'ai généré mes deux sorties 2400-1200 Hz, eh bien j'ai deux statuts possibles des messages qui ont été transmis. Vous avez vu auparavant que le signal acquis il sautait entre 1200 et 2400 Hz. Et maintenant j'ai la sortie de mes deux filtres qui me dit quelle est la valeur la plus probable. Alors en traitement numérique du signal, c'est ce qu'on appelle passer de soft bit à hard bit. En fait, vous allez faire un seuillage et au lieu de faire un bête seuil par rapport à une valeur prédéterminée, vous allez prendre les sorties des deux filtres et vous allez tester quelle est la valeur la plus probable. Vous voyez que très clairement ici, la valeur à 1200 Hz est beaucoup plus probable que la valeur à 2400 Hz. Ici, la question se pose. Ici, j'ai une variation. Clairement, le 1200 Hz est plus probable que le 2400 Hz. Mais vous voyez que ici, j'ai un problème parce que ici, en fait, mon moment où j'échantillonne les données ne colle pas pile avec le maximum de l'état du bit que j'ai reçu. Il se trouve proche d'une transition d'un état à un autre. Et là, le problème, c'est que l'horloge qui me permet de décoder mes messages n'est pas correctement alignée avec les signaux que j'ai reçus. Et c'est ça les améliorations plus récentes qui ont été faites sur le bloc du décodage ACARS, GR-ACARS, c'est d'asservir la position de l'horloge sur le maximum du signal. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez initialement une horloge qui a été déterminée sur ce seuil du début du message, et grâce à ce seuil de début de message, on sait qu'un message ACARS, ça a été transmis, mais le problème, c'est qu'on est très incertain sur le début du message parce que ce seuil ici, il a peut-être monté doucement, c'est le début d'une communication, donc il faut qu'on s'asservisse finement sur les messages qui sont transmis. Et c'est ce que je fais ici. Là, je viens prendre le maximum de la sortie des filtres et je viens asservir l'horloge d'échantillonnage sur le maximum de la sortie des filtres. Et ce faisant, je vais améliorer ma capacité de décodage puisque cette fois-ci, je vais bien chaque fois échantillonner au maximum de probabilité entre un filtre ou l'autre. Donc je vais comparer les deux états possibles et de cette façon, je vais identifier la valeur la plus probable. Alors, une fois que vous avez prototypé, donc vous échantillonnez, vous faites une acquisition des signaux que vous cherchez à décoder, vous le prototypez dans Octave, dans Python, dans votre logiciel favori de traitement. Et il faut après essayer de l'introduire dans GNU Radio, c'est-à-dire dans le formalisme de GNU Radio pour permettre un traitement en temps réel. Et c'est là que le passage par la FFT est puissant parce que autant dans Octave, j'ai la fonction convolution qui me permet de très facilement traiter mes deux signaux pour dire est-ce que c'est plus probablement 1200 ou 2400 Hz. Et une fois que j'ai fait ma convolution pour sélectionner le bit le plus probable, je fais un filtre passe-bas et je fais un seuillage, donc le passage de soft bit à hard bit, c'est-à-dire je teste quel est l'état de bit le plus probable. Eh bien ça, cette convolution, vous ne l'avez pas dans un langage tel que Python ou C++, mais comme on vient d'apprendre que la convolution, c'est la transformée de Fourier inverse des produits des transformés de Fourier, vous voyez que lorsque je passe de Octave avec sa fonction convolution à C ou Python avec ses fonctions FFT, eh bien je n'ai qu'à faire la FFT du signal acquis multiplié par la FFT du filtre
suivi de la transformée de Fourier inverse. Et cette fois-ci, pour m'économiser du temps de calcul sur la transformée de Fourier inverse, je vais faire la décimation avant la transformée de Fourier inverse. De cette façon, cette IFFT va demander moins de ressources de calcul. Donc, au lieu de faire le filtrage après la convolution, c'est-à-dire que la convolution a généré pour n points en entrée, n points en sortie, et bien cette fois-ci, ma transformée de Fourier a généré n points, mais au lieu d'alimenter la IFFT avec les n points qui ont été faits lors de ce produit, je vais filtrer, décimer, et je n'aurai qu'à faire beaucoup moins n divisé par d pour un facteur de décimation d, n sur d points de transformée de Fourier inverse. Donc voilà le bénéfice de comprendre l'implémentation de la convolution sous forme de produit des transformés de Fourier. Alors, à quoi ça ressemble une fois qu'on a mis en œuvre ces systèmes? Eh bien, voilà mon bloc de traitement à Cars qui me permet de décoder les messages reçus des avions. Donc, je reçois les signaux avec mon récepteur de radiologiciel. Vous voyez que j'ai reçu dans la bande primaire à Cars, c'est-à-dire 131,725 MHz. Alors, la seule chose, sachez que si vous voulez faire cette expérience et que vous avez un petit récepteur de radiologiciel, il va vous falloir une antenne un peu plus performante que l'antenne qui vient par défaut avec ces récepteurs de radiologiciel. Par défaut, on vous donne une antenne de qualité relativement médiocre que sont ces antennes monopôles qui viennent avec le récepteur de radiologiciel. Hein, ces petites antennes monopôles, elles marchent bien autour de 800 MHz, mais elles ne marcheront pas bien du tout autour de 131 MHz, elles sont trop petites. Donc il vous faudra remplacer cette antenne par un élément rayonnant d'une cinquantaine de centimètres pour être commensurable avec la longueur d'onde du signal électromagnétique qu'on cherche à recevoir. Mais mis à part ce point-là, ces récepteurs de radiologiciels sont parfaitement adéquats pour recevoir les communications des avions transmis par ACARS. Alors voilà la chaîne de traitement telle que je la mets en œuvre, et puis je peux avoir, on l'a vu ensemble, un décodage multivoix, hein, comme on l'a vu dans la bande FM, c'est-à-dire que comme j'ai plusieurs bandes à Cars, je peux chercher à écouter à 131,725 et puis à 131,525 la seconde bande de fréquence. Et si vous faites ça, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que le logiciel crash. Et le logiciel crash parce que on utilise la bibliothèque de transmet de Fourier rapide, la FFT, qui est FFTW. Et ça, c'est une implémentation extrêmement efficace de la FFT, mais qui explique, nous trouvons sur la documentation technique de FFTW, que FFTW utilise des zones de variables communes à toutes les implémentations de FFTW. Et FFTW, on appelle ça thread safe, ça veut dire vous ne pouvez pas exécuter simultanément plusieurs transformées de Fourier car elles partagent des variables et vous allez être incohérent dans l'état de vos variables. Et donc, le problème de ça, c'est que la méthode habituelle pour protéger des variables, c'est d'utiliser des mutex. Le problème, c'est qu'ici, ces deux blocs de traitement à Cars ne se connaissent pas l'un l'autre. Ils ne savent pas expliquer quand il faut qu'ils protègent leur variable globale et il y aura conflit d'accès aux variables qui va se traduire par un crash du logiciel. Et donc, au lieu d'utiliser FFTW, la bibliothèque, il faut utiliser l'implémentation de la FFT de GNU Radio. Et GNU Radio prend soin de protéger les variables pour avoir une multitude de FFT qui s'exécutent en parallèle. Et grâce à cette correction, nous pouvons exécuter plusieurs convolutions simultanément. Donc prenez garde que la FFT telle qu'elle est implémentée efficacement par FFTW n'est pas thread safe, alors que l'implémentation par GNU Radio de la FFT, puisque l'ordonnanceur GNU Radio peut connaître toutes les transformées de Fourier qui sont exécutées à un instant donné, l'ordonnanceur de GNU Radio va s'assurer de la cohérence des accès aux variables et qu'il n'y a pas de conflit lors de l'initialisation des transformées de Fourier. Donc voilà à quoi ressemble une chaîne de traitement à Cars lorsqu'elle fonctionne correctement. Vous voyez ici par exemple, j'acquiers 3 bandes de fréquences à Cars avec la radiologicielle qui est centrée sur 131,725 MHz, les deux transpositions de fréquences pour ramener en bande de base 131,525 et 131,825, les deux bandes adjacentes qui sont largement dans la bande passante de mesure.
Et si vous regardez la forme des phrases ou des trames transmises par ACARS, voilà la documentation technique que vous trouvez qui explique qu'au début, vous avez le message de synchronisation, donc c'est 1010, comme c'est un changement d'état sans arrêt, ça veut dire que je vais tout encoder avec du 2400 Hz, suivi d'une séquence de synchronisation. Quand on a l'habitude, on sait que cette séquence de synchronisation, c'est 2B2A. Et puis ensuite, il y a l'adresse de l'avion, le numéro du message qui est transmis, STX c'est Start of Text, donc le message libre qui est transmis, et puis End of Text, ETX, qui est la fin du message. Et donc lorsque vous recevez une trame brute, voici les trames brutes telles que vous les recevez quand vous décodez ACARS. Et lorsque vous interprétez les messages ACARS, on sait que c'est l'avion d'identifiant d'immatriculation A7BAK qui a envoyé un message de séquence L82A avec ces informations de télémesure. Dans cet exemple, voilà la position 47 degrés nord et proche de ma localisation en France. Donc voilà le type de message que l'on peut obtenir lorsqu'on écoute du ACARS. Et ce, sur toutes les bandes de fréquences. Donc voilà une chaîne de traitement typique dans laquelle vous mettez en œuvre des convolutions pour récupérer les bits à 1200 ou 2400 Hz sur 3 canaux de décodage ACARS. Et voilà la chaîne de traitement par radiologiciel dans lequel vous avez la source radio, les transpositions de fréquences pour se ramener en bande de base, les démodulations AM et finalement les décodages ACARS pour tous les canaux qui ont été reçus. Ces messages, je vous ai expliqué auparavant que je dois faire attention de synchroniser l'horloge. Si je ne synchronise pas l'horloge, mes tests entre les deux états potentiels des bits 1200 ou 2400 Hz va se faire aux mauvaises dates. Et si j'observe les transitions aux mauvaises dates, eh bien il y a un moment à partir desquels je vais me désynchroniser. Et comme ACARS n'encode pas l'état des bits mais les transitions des bits, eh bien toute erreur que je commence à faire à un moment va se propager sur la suite de tout le message. Donc vous voyez que là j'ai commencé à bien décoder et puis il y a un moment où je me suis trompé sur l'état d'un bit et du coup tous les bits qui suivent vont être erronés. Alors en fait je peux le savoir parce que ACARS, comme souvent sur les protocoles un peu anciens et notamment radiofréquences, incorpore un bit de parité, c'est-à-dire que chaque fois que j'envoie 8 bits, il y a 7 bits utiles qui sont le code ASCII du message qui est transmis, et le huitième bit me dit si j'ai un nombre pair ou impair de 1 qui ont été transmis. Donc si je dis par exemple que la parité est impaire et que j'ai transmis dans mes 7 bits un nombre pair de 1, alors je vais rajouter à la fin un 1 additionnel de façon à avoir un nombre impair de bits à 1 qui sont transmis. Au contraire, si j'ai transmis un nombre impair de bits à 1 dans la trame utile, alors le bit de parité impair va être égal à 0, de façon à ce qu'au total, j'ai un nombre impair de bits. Donc c'est une façon un peu grossière d'identifier des erreurs de communication, mais grâce à ce bit de parité, vous pouvez détecter ici qu'à partir de ce message-là, eh bien on voit qu'il y a eu des erreurs de communication et donc tout ce qui suit est inintelligible. Si au contraire je fais attention d'asservir l'horloge, c'est-à-dire de réaligner l'horloge sur le maximum de puissance le plus proche au moment où j'ai détecté une transition d'état entre les deux filtres à 1200 et 2400 Hz, vous voyez que cette fois-ci tout le message est décodé correctement, sauf à la fin qui est en fait la fin du message. Ces deux bits-là sont au-delà de la fin de la communication, mais vous voyez que le bit de parité vaut toujours 0. J'ai bien décodé tous mes messages et j'ai des messages qui sont intègres. De façon générale, cet asservissement de l'horloge va vous permettre d'améliorer considérablement votre capacité de décodage. On va en discuter par la suite dans le cas d'autres protocoles de communication qu'on va discuter dans la suite de cet exposé. Donc là, dans cet exemple, sur les 42 messages acquis auprès de l'aéroport de Paris à Roissy, eh bien, on a une amélioration de 35% de la capacité de décodage grâce à l'alignement des moments auxquels on décode sur l'horloge de communication, sur l'horloge, pardon, l'asservissement de l'horloge sur les maxima des transitions de bits entre 1200 et 2400 Hz. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, voilà des exemples. Vous voyez que vous avez ici en haut à droite tous les canaux ACARS, donc le canal ACARS à 131,725, le 131,825, le 131,525, et puis à 50 kHz plus bas, un canal un peu moins
avec un peu moins de discussion. Et je peux détecter les messages dans tous ces canaux ACARS simultanément, puisqu'ils sont largement dans la bande passante, hein. Lorsque je fais de la radio logicielle, j'ai échantillonné sur une bande d'à peu près 1 MHz, donc de la fréquence de Nyquist moins 500 kHz à la fréquence de Nyquist plus 500 kHz, et en ramenant par Frequency Translating Fear Filter le signal de bande adjacente en bande de base, je peux réappliquer autant de fois que je veux mon décodage, et voilà les messages qui ont été décodés à 131 725 MHz, voici les messages décodés à 131 825 MHz, et vous voyez que je peux recevoir tous ces signaux. De la même façon, je peux continuer à multiplier les bandes de traitement, non pas seulement en nombre de canaux que je reçois simultanément, mais aussi en termes de récepteurs. Voici un exemple où j'ai plusieurs récepteurs de radiologiciels. J'ai une Pluto SDR qui est le récepteur de Analog Device. J'ai un récepteur Etus Research B200 et j'ai une radiologicielle Osmo SDR tels que les petits radios RTL SDR. Et ces trois récepteurs de radiologiciels reçoivent les mêmes signaux. Et vous voyez que la beauté de la radiologicielle, c'est quand vous voulez multiplier les chaînes de traitement, ce n'est que du copier-coller. En fait, j'ai pris ma chaîne de traitement et je l'ai copié-collé 3 fois. Donc si vous regardez avec attention, c'est strictement la même chose qui a été copiée 3 fois. Et je ne suis que limité par la puissance de calcul de mon ordinateur, puisqu'évidemment, chacun de ces blocs va occuper un cœur de CPU pendant un certain temps. Et si je multiplie trop de blocs, mon processeur va juste perdre la capacité à traiter toutes ces données. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite par mon collègue Thomas Lavarenne, qui habite près de l'aéroport de Roissy. Donc il a écouté avec plusieurs antennes ces différents récepteurs de radio. Et vous voyez ici les décodeurs ACARS qui décodent tous en même temps. Et lorsque je décode tous ces messages en même temps, je peux comparer les différents récepteurs radio, quelles sont leurs performances. Et par exemple, en vert, ce sont des messages qui ont été décodés exactement de la même façon par les deux récepteurs. Donc ça prouve que les deux récepteurs ont bien reçu la même chose. Et en rouge, j'ai des signaux qui sont presque les mêmes entre les deux radios. Au bout d'un moment, j'ai fini par perdre le décodage quand un des deux récepteurs est un peu moins bon que l'autre. Mais vous voyez la cohérence des réceptions par mes différents récepteurs radio, ce qui prouve que tous les décodeurs ACARS fonctionnent bien, et tous ceux grâce à des convolutions successives grâce au filtrage passe-bande entre 1200 et 2400 Hz. Et puis, je peux continuer à faire cette analyse en regardant. Je vous ai montré que Flight Radar me permet de savoir quels sont les avions qui volent au-dessus d'une zone géographique donnée. Voici un exemple près de la ville où je réside, à proximité de la Suisse, dans laquelle vous voyez un vol qui est parti de Genève, donc ici au sud, et ce vol est un avion, donc c'est un avion chinois qui est parti de Genève, d'immatriculation B5938, et en effet, je vois bien quand je décode les trames ACARS, l'avion B5938 qui est en train de parler. Donc vous voyez, vous avez ici une échelle de 5 km, vous voyez qu'il y a une bonne cinquantaine de kilomètres entre l'avion qui a décollé de Genève et la région où je me trouve pour écouter ces avions. Et voilà le type d'informations que vous pouvez recevoir, par exemple de la télémesure sur l'état des systèmes de sécurité de l'avion, ou bien des coordonnées telles que sa position et son altitude. Donc vous pouvez déduire un certain nombre d'informations de télémesure. Souvent on a des informations sur le nombre de passagers ou la masse de kérosène qui est transporté par l'avion. Donc voilà le type d'information que vous pouvez recevoir sur un décodeur ACARS, et je ne peux que vous encourager à essayer de dupliquer ces expériences par vous-même pour pouvoir en vérifier le bon fonctionnement. Alors ici, je vous dis que je suis localisé à une cinquantaine de kilomètres de l'avion qui lui-même vole à une altitude. Vous voyez que l'altitude, elle est ici de 31 000 pieds. On passe des pieds en mètres en divisant par 3. Donc on est à peu près à 11 000 mètres d'altitude, qui est l'altitude habituelle de vol des avions. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est quelle est la distance à laquelle je peux entendre des avions? Est-ce qu'il faut que l'avion vole juste au-dessus de moi, ou est-ce qu'il peut être à une certaine distance lorsque j'écoute un avion? Alors ça, c'est une considération que vous pouvez avoir chaque fois que vous écoutez de la radio.
C'est qu'en fait, les liaisons radiofréquences, quand vous êtes en VHF ou en UHF, c'est-à-dire en très haute fréquence ou en ultra haute fréquence, en gros, les ondes se comportent en vue directe. C'est-à-dire, en fait, il n'y aura pas de rebond sur l'atmosphère, il n'y aura pas de courbure du signal électromagnétique par l'ionosphère. C'est simplement de la vue directe entre le signal émis depuis l'aéronef et le récepteur au sol. Donc voilà le contexte géométrique que je mets en place lorsque je fais cette démonstration. J'ai un avion qui vole à une certaine altitude petit h que je vais considérer par exemple est égal à 10 km. Et vous voyez que si j'ai un récepteur au sol, eh bien ce récepteur au sol pourra recevoir l'émission de l'aéronef s'il se trouve au-dessus de l'horizon. Donc il faut que l'avion soit au-dessus de l'horizon, mais cette discussion est aussi valable pour les satellites, pour les liaisons satellitaires, ou pour même quand je veux calculer à quelle hauteur il faut qu'un émetteur soit placé au sommet d'une tour pour pouvoir parler à une certaine distance. Eh bien, si j'ai un émetteur qui a une hauteur petite h, sur le rayon de la Terre, grand R, le rayon de la Terre vaut 6400 km, 40 000 divisé par 2π, eh bien, la distance à laquelle je vais pouvoir écouter l'aéronef, c'est le rayon de la Terre multiplié par l'angle θ depuis le centre de la Terre. Cet angle θ vérifie la condition, il faut que le cosinus de θ, vous voyez ici le cosinus de θ, c'est le côté adjacent du triangle rectangle, parce qu'ici il y a un angle droit, dont le côté adjacent c'est R et l'hypoténuse c'est R plus H. Donc vous voyez que cet angle θ vérifie θ est égal à arc cosinus de R, le rayon de la Terre, divisé par R plus H, la hauteur de l'avion ou de l'aéronef, plus le rayon de la Terre. Et ce, multiplier R fois θ, la longueur de cet segment de cercle. Donc vous voyez que R fois θ, c'est R fois arc cosinus de R divisé par R plus H, c'est-à-dire 6400 km le rayon de la Terre, multiplié par arc cosinus de 6400 divisé par 6410, si je considère un avion qui vole à 10 km d'altitude. Et si vous faites ce calcul, eh bien, vous allez vous rendre compte que la distance D à laquelle on peut écouter un avion, c'est typiquement de l'ordre de 350 km. Donc si un avion sur, par exemple, Flight Radar 24 se trouve dans un rayon de 350 km de votre région où vous l'écoutez, eh bien vous êtes susceptible de recevoir le signal électromagnétique émis par l'avion volant à 10 km et reçu par votre récepteur au sol. Et au contraire, si un avion se trouve à plus de 350 km de vous, eh bien il se trouvera depuis votre localisation sous l'horizon et vous ne pourrez pas recevoir son signal puisque son signal va être caché par la courbure de la Terre. Donc voici une démonstration, par exemple, sur un vol Paris-Saint-Denis, donc un vol Air France, dans lequel j'ai pu recevoir à une distance de 125 km depuis Besançon où je me trouve le signal de cet aéronef et je le sais parce que j'ai décodé l'identifiant, l'immatriculation de l'avion FGZNF que je retrouve sur Flight Radar 24 et ça colle avec l'identifiant du vol, l'AF0644. Vous voyez que c'est bien l'AF644 qui a émis lors de son trajet vers la Réunion. Donc voici la démonstration de la distance à laquelle vous pouvez entendre un avion. Et donc si vous observez dans Flight Radar 24 qu'un avion se trouve à une certaine distance de vous, eh bien vous saurez que vous pouvez le recevoir. Voilà, on voit ici une échelle de 200 km. Clairement, là, cet avion commence à être trop loin pour pouvoir être écouté depuis Bamako, mais ça vous donne une idée à quel rayon on peut recevoir ces signaux lorsque vous cherchez à écouter du signal CARS. Alors voilà qui conclut ma démonstration de l'utilisation de la convolution. Donc pour résumer ce que je voulais vous dire dans ce message, c'est que la convolution est formée par le produit des sommes des bk xn-k, xn-k les valeurs passées des données, pondérées par bk les coefficients, les TAPS dans la nomenclature GNU Radio, et ces bk, j'ai essayé de vous convaincre que c'est la réponse indicielle du filtre, c'est-à-dire les coefficients lorsqu'on attaque ce filtre
par une fonction de Dirac, c'est-à-dire la façon dont le filtre répond dans le domaine temporel. Et donc vous avez facilement ces coefficients B par transformée de Fourier de la réponse spectrale, du gabarit spectral que vous désirez lui appliquer. Voilà pour la convolution. Alors, maintenant que j'en ai fini avec la présentation de la convolution, eh bien, je voudrais passer à un estimateur très proche de la convolution, qui est la corrélation. Alors, un de vos enseignants m'avait demandé lors d'une des interventions que je développe un petit peu le concept de corrélation, et je vais vous montrer que cette corrélation, c'est quelque chose qu'on utilise très très souvent. Alors, en particulier, je vais vous montrer que c'est utilisé très très souvent notamment pour synchroniser des flux de données. C'est-à-dire que lorsqu'on va transmettre des séquences de bits, donc des séquences numériques successives, eh bien, vous allez avoir ces bits les uns après les autres, dans lesquels il va falloir qu'on trouve le début de la trame. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sait que lorsque des bits sont envoyés les uns après les autres, la trame commence à un certain bit à un certain moment, et que c'est à partir de là qu'on va les grouper par morceaux de 8, 16, 32, des paquets de bits les uns après les autres. Donc je vais essayer de vous montrer ça dans ce qui s'appelle les en-têtes, et les en-têtes de modulation numérique, je vais les illustrer sur un certain nombre de cas. On va faire ensemble le cas de RDS. Je vais vous montrer que dans le cas du signal numérique qui est transporté par la bande FM, notamment en Europe, eh bien, ce Radio Data System possède une modulation numérique dont on va identifier le début par corrélation. Je vais vous le montrer dans le cas des transmissions spatiales qui sont organisées par le CCSDS. Le CCSDS, c'est le Consultative Committee for Space Data System. Donc en fait, c'est la norme qui régit les communications spatiales, et en particulier entre satellites ou entre le satellite et le sol. Donc je vais vous montrer ça dans le cas du radar spatial de l'Agence spatiale européenne Sentinelle, et puis dans le cas du radar du satellite météorologique Météorem 2. Et puis je vais vous montrer cet exemple dans le cas de GPS, et je vais essayer, si j'ai le temps, de conclure sur l'utilisation de la corrélation dans les radars. Je vais essayer de vous montrer qu'au cœur du principe de fonctionnement des radars se trouve la corrélation, c'est-à-dire la recherche de ressemblance entre un signal émis et le signal reçu, puisque c'est de ça qu'il s'agit. La corrélation, si je regarde ici la définition d'une corrélation, c'est défini comme étant l'intégrale de f de taux g de t plus taux d taux. Alors si je reprends mon papier que j'avais avant, cette fois-ci, vous voyez qu'on avait à l'instant décrit la convolution, et je vous rappelle que la convolution, c'est l'estimateur qui cherche à calculer entre f et g quelque chose qui est dépendant de taux, l'écart de temps que l'on introduit, et la convolution, c'est l'intégrale de f de t, g de taux moins t, dt. Et on a vu que cet estimateur mathématique a la propriété que la transformée de Fourier de la convolution entre f et g, qui dépend donc de taux, est la transformée de Fourier de f multipliée par la transformée de Fourier de g. Donc on a vu que cette propriété sympathique nous permettait de calculer avec une très grande efficacité les convolutions telles que je viens de vous l'illustrer sur Acars. Et maintenant, on a cette nouvel estimateur qui est la corrélation. Et la corrélation entre f et g, c'est toujours dépendant de taux, c'est quelque chose qu'on appelle l'intégrale de f de t multipliée par g, cette fois-ci de t plus taux dt. Donc vous voyez que c'est quoi cet estimateur? C'est l'estimateur qui va me permettre d'essayer de retrouver la présence du motif g dans la version translatée en temps de f. Donc en fait, je prends le motif f, le signal f que j'ai reçu, et dans ce signal f que j'ai reçu, je vais glisser, donc voici le signal f que j'ai reçu en fonction du temps, et ce que je vais faire glisser le motif g en fonction de t plus taux, donc je vais retarder g chaque fois de certains retards taux, donc ce retard que j'introduis ici, c'est taux, et je vais chercher à trouver la ressemblance entre les copies décalées dans le temps de g et
f. Comment je fais pour trouver une ressemblance? Eh bien, je fais le produit de G et de F. Si G et F sont tous les deux des grandeurs de valeur moyenne nulle, et ça c'est très important, sinon vous allez créer des artefacts qui sont liés au recouvrement des deux fonctions rectangles, donc il faut absolument que la valeur moyenne de F soit égale à la valeur moyenne de G, c'est-à-dire 0, pour ne pas être affecté par des artefacts de longueur de fenêtre quand on va faire glisser ces deux fonctions. Et si ces deux f et g sont de valeur moyenne nulle, alors lorsque f et g ne se ressemblent pas, eh bien le produit de f par g va donner tantôt des valeurs positives, tantôt des valeurs négatives, parce que positif fois négatif, ça fait négatif, mais négatif fois négatif, tout comme positif fois positif, ça fait positif. Et quand vous allez faire l'intégrale, en moyenne, ça va faire 0. Sauf, sauf dans le cas où vous retrouvez le motif g dans le signal f. Si vous avez trouvé le bon facteur de translation tau qui amène g au-dessus de f, alors lorsque vous allez faire f fois g de t plus tau qui retrouve le motif de g dans le signal f, alors les parties négatives de f vont se multiplier avec les parties négatives de g pour donner quelque chose de positif. Et puis les parties positives de f vont se multiplier avec les parties positives de g, et le produit f fois g va toujours être positif. Donc l'intégrale va accumuler de l'énergie parce que vous allez faire la somme de plein de termes qui sont positifs. Et donc l'accumulation de ces termes positifs va se traduire par une corrélation qui va soudainement devenir non nulle lorsque le motif g se trouve pour un décalage de temps tau dans le signal bruité f qui a été reçu. Donc vous voyez que la corrélation entre f et g, c'est la recherche de la présence d'un motif dans g dans le signal bruité f qui a été acquis. Alors, on voit bien la forte ressemblance qu'il y a entre la convolution et la corrélation. En fait, on voit même que la seule différence entre convolution et corrélation, alors ça c'est une expression qui est valable lorsque f et g sont tous deux des nombres réels, et si f et g sont des nombres complexes, alors la corrélation fait intervenir le complexe conjugué du second terme. Très souvent, ces termes sont réels, mais lorsqu'on fait de la radiologicielle, vous vous rappelez qu'on a un flux de données IQ, I plus JQ, Q la partie complexe en quadrature, et dans ce cas, si F et G sont complexes, alors la corrélation, c'est l'intégrale de F fois complexe conjugué de G décalé dans le temps de T plus tau. On voit la forte ressemblance qu'il y a entre convolution et corrélation, et la seule différence notable qu'on observe, c'est le fait que ici, on a tau moins t, donc ça veut dire que ici le temps a été inversé dans l'argument par rapport au temps qui est dans f, alors que ici on a un terme qui est en tau plus t, et donc se pose la question comment je vais pouvoir exploiter la propriété du théorème de convolution qui dit que la transformée de Fourier de la convolution c'est le produit des transformées de Fourier dans le cas des corrélations. Eh bien, cette similitude très proche entre convolution et corrélation dit qu'il faut qu'on arrive simplement à retourner le temps entre la convolution et la corrélation. Comment je fais pour retourner le temps lorsque j'ai une expression de la forme de exponentielle de j de pi ft et que je veux retourner le temps? Eh bien, vous voyez que si je prends le complexe conjugué de cette expression, ça va me fabriquer exponentielle de moins j de pi ft. Donc j'ai effectivement retourné le temps de mon argument en prenant le complexe conjugué. Donc en conclusion, je peux facilement voir que lorsque je passe d'une convolution à une corrélation, eh bien la transformée de Fourier de la corrélation entre f et g, et non plus de la convolution, c'est la transformée de Fourier de f multipliée par la transformée de Fourier de g, tout comme on l'a vu pour la convolution, mais je dois retourner le temps, et pour retourner le temps, je prends le complexe conjugué, donc je vais prendre la produit transformé de Fourier du premier terme du signal que j'ai reçu, multiplié par le complexe conjugué
de la transformée de Fourier de G. Donc vous voyez que lorsque je veux calculer efficacement une corrélation, je passe par de nouveau le produit des transformées de Fourier, mais non plus le produit tel qu'on l'a fait en convolution, mais le produit d'une transformée de Fourier avec le complexe conjugué du second terme. Alors, ce que je vous propose, c'est que on mette ce principe en pratique dans GNU Radio, et cela va conclure la première moitié de mon intervention. Je vous propose qu'on mette en pratique la corrélation dans GNU Radio pour illustrer ce principe du passage dans le domaine de Fourier. Alors, pour ce faire, je vous propose d'ouvrir de nouveau une nouvelle chaîne de traitement. Donc on va prendre GNU Radio et puis on va créer une nouvelle chaîne de traitement. De nouveau, c'est une chaîne de traitement synthétique. Donc je vais partir d'un flux à une valeur d'échantillonnage arbitraire. On va garder les 32 000 points par seconde. Et ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de voir comment on peut identifier finement le temps de vol d'une onde. C'est-à-dire comment je vais pouvoir trouver le retard taux pour lequel le motif qui a été reçu est très similaire au motif qui a été émis. Et vous allez voir que ce principe d'identifier le temps de vol, c'est quelque chose qui va être réutilisé dans plein de cas. Je vais vous le montrer pour GPS. Le signal GPS, avant d'être un signal de localisation, c'est un signal de temps, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous localiser sur la surface de la Terre parce que vous pouvez mesurer très finement le temps de vol de GPS, et GPS va vous permettre de vous localiser sur la surface de la Terre avec une résolution temporelle de l'inverse de la bande passante. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Et l'inverse de la bande passante, GPS communique à 1 méga échantillon par seconde, et à 1 méga échantillon par seconde, on peut se localiser si on fait la vitesse de la lumière divisée par la fréquence, donc 300 mètres par microseconde divisé par 1 microseconde, ça veut dire que GPS vous permet de vous localiser à 300 mètres près. Et grâce au rapport signal à bruit du signal qui a été reçu, eh bien, on va pouvoir améliorer cette résolution d'un facteur égal au rapport signal à bruit. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Et donc, on arrive typiquement aux 3 mètres de résolution d'un récepteur GPS. Donc, ce principe que je vais vous montrer de corrélation va nous permettre de trouver les entêtes dans un message numérique, tout aussi bien que de identifier finement le temps de vol d'une onde électromagnétique, c'est-à-dire ce qui est utilisé en GPS pour se localiser, ou dans le cas des radars, pour connaître la distance à la cible. Et je vais vous montrer dans ces deux illustrations l'utilisation de la corrélation pour identifier finement le temps de vol. Alors, faisons cette démonstration dans GNU Radio. Dans GNU Radio, je voudrais utiliser la fonction de corrélation. Donc, je voudrais essayer de trouver une corrélation, mais en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il n'existe pas de corrélateur tout fait. On va voir plus tard ce qu'est le Correlate Access Code. On va s'en servir tout à fait à la fin de cette présentation, mais il n'existe pas de corrélateur à proprement parler dans GNU Radio qui vous permette de détecter le temps de vol d'un signal. Donc, je vous propose qu'on implémente notre corrélation nous-mêmes sous forme de produits de transformée de Fourier, mais non pas produit, mais produit par le complexe conjugué. Donc faisons la démonstration. Tout comme auparavant, je veux un signal qui ne se répète pas. Je veux une source de bruit parce que la meilleure chance de trouver un motif dans du bruit, c'est d'introduire un signal de propriété spectrale unique. Et qu'est-ce qui est aux propriétés spectrales uniques? C'est le bruit. Donc je vais générer un signal qui s'apparente à du bruit, mais ce qui est important, c'est que ce signal, je le connais. Vous devez l'avoir enregistré dans le cas d'un radar, vous connaissez l'onde électromagnétique que vous avez émise, ou on verra un peu plus tard, dans le cas de GPS, on nous informe, l'armée de l'air américaine nous a informé de la nature des trames émises par GPS. Donc on va générer une trame pseudo-aléatoire, on va utiliser le noise source, et on va chercher à trouver les copies décalées dans le temps de ce générateur de bruit. Comme on va faire de la simulation, comme auparavant, on va mettre un bloc de la pédale d'accélération, le throttle block, de façon à cadencer le signal avec une vitesse suffisamment raisonnable. Et comme l'expression de la corrélation
c'est un produit de transformée de Fourier, on va chercher à faire une transformée de Fourier. Donc si vous recherchez le mot FFT dans la loupe, vous trouvez dans Fourier Analysis le fait qu'il existe le bloc FFT. Lorsque vous faites une FFT, vous faites l'intégrale des signaux en entrée x de t multiplié par exponentielle de j de pi ft. Le problème, c'est que cette intégrale va se faire sur un nombre fini d'échantillons. Si j'essaie de connecter directement la sortie du bloc throttle, qui est un flux continu de données, sur ma transformée de Fourier FFT qui travaille sur des vecteurs, puisque j'ai besoin d'accumuler un certain nombre de points. Dans cet exemple, par défaut, c'est 1024 points, la taille de la FFT. Vous voyez qu'il y a incompatibilité entre ces deux blocs, entre des points qui arrivent un par un et des paquets de points pour faire l'intégrale sur les 1024 points. Pour résoudre cette incohérence, il faut que je transforme un flux de données continu en vecteur. C'est ce qu'on appelle le bloc stream. Le flux de données continu s'appelle un stream et on va le transformer en vecteur. Donc c'est le bloc stream to vector. Stream to vector va nous permettre de transformer un flux de données continu en un flux de données discret. Alors il faut qu'on informe stream to vector de la longueur du vecteur qu'on va générer. Alors plutôt que de remplir ici le fait qu'on veuille 1024 points, je vous propose que nous créions une variable, puisqu'encore une fois, tous ces blocs sont des blocs de traitement Python. Donc je peux créer une variable. Et cette variable, ça va être la longueur de la transformée de Fourier. Donc on va cliquer sur variable. Et je vais fabriquer une variable, allez, on va l'appeler n, comme souvent, hein, la variable. Donc l'identifiant de la variable, c'est le nom de la variable que je déclare. Et cette variable, je vais dire, elle fait 1024 points. C'est pratique 1024 parce que vous voyez que c'est déjà la longueur de la FFT telle qu'elle a été définie par défaut dans le bloc FFT. Donc je choisis une variable de 1024 points et je dis, je veux transformer mon flux de données continu, un point sort à chaque fois de mon bloc throttle, et je vais accumuler des vecteurs de n points, avec n est égal à 1024, avant d'alimenter le bloc FFT. Donc de cette façon, je vais bien avoir des vecteurs qui vont alimenter mon bloc FFT. Maintenant, je voudrais détecter la corrélation entre ce signal de référence que je viens de recevoir et le flux de données que j'ai reçu, dans lequel je vais supposer que cette séquence que j'ai reçue a été décalée dans le temps. Donc je vais décaler dans le temps. Pour décaler dans le temps, je vais introduire un délai. Si vous tapez délai, D-E-L-A, vous avez la fonction delay, et la fonction delay me permet d'introduire un retard entre le flux de données qui a été généré et le flux de sortie. Cela va représenter, par exemple, la distance entre l'émetteur radar et le récepteur de mon système radar. Ça va me donner le temps de vol entre l'émission et la réception, entre le signal qui a été émis et le signal qui a été reçu de la cible. Une fois que j'ai mis mon retard, alors ce retard, on pourrait dire, ça va être plus rigolo de le faire si on peut dynamiquement le changer. Donc ce que je vous propose, c'est que ce retard, on ne le mette pas fixe à 0, mais on va l'appeler D comme un retard, délai. Et ce délai, on va le définir avec un ascenseur. Donc un ascenseur, c'est-à-dire une variable que l'on peut dynamiquement changer dans GNU Radio. Vous vous rappelez que ça s'appelle un range. Un range, une gamme de valeurs, me permet de changer la variable. Si je double-clique sur mon range, je vais double-cliquer pour dire l'identifiant, c'est le délai D que j'ai créé ici. Et puis je vais dire, c'est quelque chose qui peut se varier, par exemple, entre 0 et la longueur n de la FFT. C'est-à-dire, en fait, je vais faire une FFT sur n échantillons, et je vais dire, je peux faire varier le retard entre le signal incident et le signal détecté jusqu'au maximum n points. Alors attention, un retard ne peut pas être négatif. Le GNU Radio ne peut pas savoir à l'avance quelles vont être les données qui vont apparaître. Donc le retard est forcément une grandeur supérieure ou égale à 0. Donc vous voyez que dans cet exemple, le retard, c'est quelque chose qui est compris entre 0 et n.
par défaut, il vaut 50. Et prenez juste garde que je vais définir un retard sous forme d'une valeur continue, float, alors que le retard veut absolument que ces arguments soient des entiers, c'est un nombre d'échantillons. Donc comme ces fonctions sont du Python, je peux dire, je veux que tu choisisses la partie entière du retard. Donc quand on a écrit le délai d dans le retard, pensez à lui dire int de d. Int, ça veut dire prends la partie entière. Si vous ne mettez pas int, il ne va pas être content parce qu'il va dire le retard ne peut pas être une variable continue, c'est forcément une valeur discrète et donc il faut bien prendre int de d. Une fois que j'ai défini le retard, c'est-à-dire la distance entre l'émetteur et la cible, je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller le bloc stream to vector, c'est-à-dire je vais de nouveau prendre ce retard décalé dans le temps et le mettre dans mon vecteur dont je vais faire la FFT, puisque, rappelez-vous, la corrélation, ça va être le produit des FFT. Donc, je fais le produit de mes deux FFT, FFT du signal reçu, FFT du signal transmis, donc le signal de référence, FFT du signal reçu. Et une fois que j'ai fait le produit de mes FFT, je vais multiplier les deux FFT. Alors, par contre, rappelez-vous, je ne vais pas multiplier directement, je vais multiplier mes FFT par le complexe conjugué. C'est le complexe conjugué que je vais faire. Et ça, c'est une opération tellement courante dans GNU Radio qu'on a le bloc multiplié par conjugué, c'est le multiply conjugate qui est ici. Donc vous cliquez sur multi dans la loupe, et le multiply conjugate vous permet, je vais réduire un tout petit peu la taille de mon graphique, le multiply conjugate va prendre le signal de référence, le signal décalé dans le temps, et il va faire le produit. Alors vous voyez qu'il n'est pas très content parce que ici, j'ai des vecteurs qui sortent de la transformée de Fourier, alors que ici, je fais une multiplication, c'est bleu clair, et le bleu clair qui est ici, ça veut dire que c'est un flux de complexes. Et donc, il faut que j'explique à GNU Radio, tu ne vas pas travailler sur un élément unique, mais tu vas travailler sur un vecteur. Et rappelez-vous, ce vecteur, il est de taille n, la variable que j'ai créée ici. Donc on va dire à multiply conjugate, je voudrais que ça soit n, le nombre d'éléments d'entrée que j'ai donné en sortie de la FFT, sur lesquels je vais faire ma transformée de Fourier. Donc voilà le n, et vous voyez que GNU Radio va être content, puisque cette fois-ci, j'ai bien n éléments qui entrent des deux côtés de ma transformée issus de mes deux transformées de Fourier, et ma multiplication va bien se faire sur les n éléments venant de part et d'autre de mes deux transformées de Fourier. Maintenant que j'ai fait la transformée de Fourier, il ne me reste plus qu'à faire l'opération inverse. Vous voyez que la transformée de Fourier de la corrélation, c'est transformée de Fourier de f multiplié par complexe conjugué de la transformée de Fourier de g. Donc, pour avoir la corrélation, il faut que je prenne la transformée de Fourier inverse de ce terme. Si je veux prendre la transformée de Fourier inverse de ce terme, je reprends la FFT, CTRL-C, CTRL-V, pour copier ce bloc FFT, mais cette fois-ci, alors je le retourne, hein, là il va de gauche à droite, vous voyez que l'entrée est à gauche, la sortie est à droite, et en fait en appuyant sur la flèche de droite, je peux tourner le bloc, et si je le fais deux fois, cette fois-ci le in est à droite et le out est à gauche. C'est juste que c'est un peu plus pratique pour moi pour dessiner mon graphique, et donc je peux prendre la sortie de ma multiplication pour rentrer dans la FFT, et comme la FFT fait 1024 points, je suis cohérent avec le n qui est ici. Par contre, j'ai fait deux transformées de Fourier directes, donc maintenant il faut que je fasse une transformée de Fourier inverse, et donc pour dire transformée de Fourier inverse, je double-clique sur le bloc FFT, et je passe de forward à reverse. Si je fais reverse, je fais une transformée de Fourier inverse, et cette fois-ci, vous voyez que j'ai fait la transformée de Fourier inverse. J'ai donc transformé de Fourier inverse du produit des transformées de Fourier. Il ne me reste plus qu'à afficher le résultat. Pour afficher le résultat, je suis revenu dans le domaine temporel. Je suis passé du domaine temporel au domaine spectral et de nouveau maintenant dans le domaine temporel. Donc, je vais mettre un oscilloscope.
La fonction oscilloscope, c'est le Qt Graphical User Interface Time Sync. Donc en fait, vous voyez que je vais mettre un oscilloscope. J'ai changé le sens de l'oscilloscope en cliquant 2 fois sur la flèche de droite ou de gauche pour changer la direction de mon oscilloscope. Et ce que j'ai envie de tracer, c'est le module de la transformée de Fourier. Pour tracer le module de la transformée de Fourier, je vais prendre le module, donc je vais passer de complexe to magnitude. J'ai un complexe qui est la sortie de la transformée de Fourier. Je veux tracer le module de cette grandeur, donc je vais faire du complexe vers la magnitude. Ici encore, je retourne le bloc parce que je vais de droite à gauche, donc flèche de gauche, ça me permet de retourner mes points. Et finalement, vous voyez que le complexe to magnitude, il voudrait avoir un flux de données et non pas un vecteur. Donc, finalement, je vais passer d'un vecteur de nouveau à un stream. Vector to stream me permet de transformer le vecteur que j'ai obtenu ici en un flux de données. Donc, je vais pousser ces deux éléments un petit peu pour avoir un vector to stream. Et encore une fois, cet élément-là, je retourne une fois flèche de gauche, 2 fois flèche de gauche, et cette fois-ci, j'ai toute ma chaîne. Donc je connecte tous ces éléments ensemble. On voit que j'ai une sortie réelle, une entrée complexe, donc je double-clique sur le time sync pour repasser en flottant. Et donc je connecte mon oscilloscope. Et mon vecteur ici, je double-clique sur le vecteur pour dire le nombre d'éléments, c'est pas 2 mais n, la variable qu'on avait créée ici. Et donc vous voyez que je peux connecter ma FFT à mon vecteur. Tous les éléments rouges ont disparu, à l'exception du nom de la chaîne de traitement qui vaut encore default. Donc je vais sauver cette chaîne de traitement dans un fichier que je vais appeler exemple 2. Donc je vais sauver le fichier toujours dans le répertoire TMP exemple 2. Et cette fois-ci, vous voyez que je peux cliquer sur exécuter ma chaîne de traitement. Donc j'ai un générateur de bruit qui est cadencé par le bloc throttle. J'ai transformé ce flux de données continu en vecteur pour faire la transformée de Fourier du signal de référence. J'ai retardé le signal d'une grandeur variable déterminée par ce délai D qui va être un ascenseur qui est lui-même transformé en transformée de Fourier pour avoir un vecteur. Je fais la multiplication des complexes conjugués et transformée de Fourier inverse. Une fois que j'ai le retour dans le domaine temporel, vector to stream de façon à retomber dans le domaine temporel des données contiguës que je peux envoyer sur un oscilloscope et j'affiche le module de cette grandeur. Donc voilà la chaîne de traitement qui doit simuler le comportement d'une corrélation si je ne me suis pas trompé. Pourquoi il n'affiche rien? Voilà. Donc si je clique sur Autoscale, vous voyez que j'ai le signal qui s'affiche après corrélation. Donc en fait, vous voyez que ici, j'ai bien ma corrélation qui s'est affichée. Et lorsque je décale dans le temps le retard se traduit bien par un pic de corrélation qui est déterminé par le retard que j'introduis. Donc vous voyez que la corrélation fonctionne bien, j'ai ce bruit qui a été retardé dans le temps, et je retrouve le retard que j'introduis de cette façon-là. Alors vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas très sympathique, c'est exactement l'histoire du FFT Shift. Le retard 0 se trouve à gauche. Et ça serait plus sympathique d'avoir un retard 0 au milieu. Comme ça, on saurait que quand on est au milieu, c'est 0, et quand on se décale de 0, ça veut dire qu'on a un retard positif. Alors l'astuce que j'utilise pour mettre le retard nul au milieu, eh bien je fais le contraire de ce que dit la théorie, parce qu'en fait, entre transformée de Fourier direct et inverse, ce n'est qu'une question de nomenclature, selon qu'on fasse exponentielle de plus j de pi ft ou exponentielle de moins j de pi ft, et selon que vous soyez physicien ou ingénieur, l'un ou l'autre, c'est la transformée de Fourier directe ou inverse. Afin de mettre le 0 de retard au milieu, je double-clique sur la FFT
qui devrait être directe et je la rends inverse. De la même façon, la deuxième FFT qui devrait être directe, je la rends inverse. Et la FFT qui devrait être inverse, je la rends directe. Donc en fait, je ne fais que inverser les deux FFT qui devraient être directes, je les rends inverses. Et la FFT inverse de la fin, pour revenir dans le domaine temporel, je la rends directe. Et donc, si j'exécute cette chaîne de traitement, cette fois-ci, vous constatez qu'effectivement, le retard nul va se retrouver à 0. Donc de nouveau, bouton du milieu, autoscale. Et vous voyez que cette fois-ci, lorsque j'ai un retard nul, je me suis bien au milieu de mon intervalle de temps. Et lorsque je me décale dans le futur, le pic de corrélation se décale par rapport à 0. Alors, en fait, le pic s'atténue un petit peu à cause de du fenêtrage qu'on a mis en place, mais vous voyez bien que le décalage que j'introduis, le retard D, va bien se traduire par un décalage du pic de corrélation. Alors, pour conclure, avant de faire une pause, j'ai introduit mon exposé en vous disant la convolution a des propriétés de linéarité, c'est-à-dire la convolution de a fois f plus b fois g avec a et b des constantes, c'est égal à a fois convolution de f plus b fois convolution de g. Et bien pour la même raison, la corrélation va nous permettre de détecter plusieurs cibles. Comment je peux démontrer ça? Eh bien, si je veux simuler une deuxième cible, il suffit que je duplique le retard que j'ai introduit ici. Vous voyez que ici j'ai mis un retard pour une cible, mais imaginez que vous vouliez simuler une deuxième cible qui va être détectée par notre radar. J'ai fait cliquer sur delay, CTRL-C, CTRL-V pour faire du copier-coller, et si je double-clique sur ce deuxième délai, vous voyez que j'ai le retard D, je peux appeler ça par exemple un retard D2. Et ce retard D2, je peux l'introduire de la même façon avec l'ascenseur, CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer cet ascenseur. Et cette fois-ci, cet ascenseur, je l'appelle D2. J'ai double-cliqué sur l'icône de l'ascenseur et je l'appelle D2. De nouveau, c'est une partie entière. Et ce que j'ai fait, c'est que je dis que le motif que j'ai émis, donc par exemple dans le cas du radar, ça serait le signal qui a été émis, ou dans le cas de GPS, ça serait la deuxième position d'un satellite, eh bien je reçois deux signaux. Et ces deux signaux, votre antenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit la somme des champs électriques émis par les deux cibles qui ont été illuminées par le radar. Donc je vais sommer les deux contributions, je vais faire la somme des deux signaux retardés par D1 et D2. Une fois que j'ai fait ça, je me fais un petit peu de place pour pouvoir continuer ma chaîne de traitement. Vous constatez qu'une fois que j'ai fait la somme des deux signaux, je peux les transformer de stream en vecteur. Donc en fait, je vais bien faire mes vecteurs et je vais faire les mêmes opérations. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est que j'ai un générateur de bruit qui est par exemple l'émetteur radar de mon système. Je simule le fait que des cibles se trouvent à distance variable de mon émetteur. J'ai le signal de référence, parce qu'il faut absolument que je le connaisse. C'est du bruit, mais ce bruit, je le suppose connu pour pouvoir le corréler. Donc dans le cas de GPS, ça sera les motifs pseudo-aléatoires transmis par GPS. On va voir ça après la pause. Donc j'émets ce signal pseudo-aléatoire que je retarde de D1 ou D2, les deux retards associés aux deux cibles. Je somme les signaux issus de ces deux cibles, c'est ce que ferait votre récepteur radar, c'est-à-dire en fait vous auriez les signaux reçus par les deux cibles simultanément, la somme vectorielle des champs électriques, et ce signal que j'ai reçu, je vais le corréler avec le signal émis en faisant la transformée de Fourier directe, multiply conjugate et transformée de Fourier inverse pour revenir dans le domaine temporel, de façon à afficher sur mon time sync les retards associés aux deux cibles. Si j'exécute cette chaîne de traitement, vous constatez que je vais pouvoir retrouver les deux retards, donc bouton du milieu, autoscale. J'ai les deux cibles qui se superposent avec le retard 50. Si je retarde une des deux cibles, voilà la première cible qui a été
décalé. Si je retarde la deuxième cible, voilà la deuxième cible. Vous voyez la propriété de linéarité de la corrélation. Si j'ai deux cibles A fois corrélation de F avec le premier motif et B fois la corrélation du signal reçu avec le deuxième motif, j'ai bien les deux cibles qui se superposent et je peux retrouver la position de chacune des cibles individuellement par linéarité de la corrélation. Voilà la démonstration que la corrélation me permet d'identifier finement la présence du motif dans un signal bruité reçu et je suis capable de connaître à un échantillon près, puisque ici c'est un signal pseudo-aléatoire qui ne se répète jamais, je suis capable par corrélation de trouver où se trouve le motif. Alors, le tout dernier point avant de s'arrêter pour la pause. Ici, vous voyez que je fais produit des transformés de Fourier, multiply conjugate et transformé de Fourier direct à l'issue des deux transformés de Fourier inverses. Nous avions vu qu'il existe un outil qui permet de tracer l'évolution temporelle des transformés de Fourier. Ça s'appelle le waterfall. Donc si je tape ici water dans l'onglet de recherche, le waterfall, c'est la fonction graphique qui me permet de tracer l'évolution en fonction du temps des transformés de Fourier. Eh bien, si je choisis la fonction waterfall, je peux connecter en sortie du multiply conjugate la fonction waterfall sur un nombre d'échantillons égal à 1024. Et donc, vous voyez que si je connecte le waterfall à cet endroit-là, je dois au préalable repasser dans Vector to Stream. Donc en fait, il faut que je copie CTRL-C, CTRL-V ce que le waterfall veut, c'est-à-dire un flux continu de données. Donc j'élimine ici et je mets le Vector to Stream qui me redonne un flux continu de données. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est que comme ce waterfall fait lui aussi la transformée de Fourier au même titre que le bloc FFT qui est ici, cette fois-ci, je vais afficher l'évolution en fonction du temps des transformés de Fourier et je vais avoir les mêmes motifs que ce que j'ai ici dans le domaine temporel. Donc voilà la chaîne de traitement complète qui simule une communication numérique continue ou une transmission radar. Donc encore une fois ici, je fais autoscale et je fais autoscale en bas. Et cette fois-ci, vous voyez que si je décale dans le temps ma cible, j'ai décalé la première cible dans le temps ici, j'ai décalé ma seconde cible dans le temps ici, et je peux ramener la première cible à sa position intermédiaire. Donc vous retrouvez ici, dans le domaine waterfall, c'est-à-dire l'évolution en fonction du temps en ordonnée, l'abscisse ici, la transformée de Fourier, donc le retour dans le domaine temporel après transformée de Fourier inverse, dont le pic est ici la corrélation, donc la position de la corrélation qui est le temps de vol entre le signal qui a été émis et le signal qui a été reçu. Et ce que je démontre ici, c'est que par linéarité de la corrélation, je peux détecter autant de cibles que je veux sous forme de retard, donc de ce retard introduit sur le signal électromagnétique qui a été émis. Donc voilà à quoi ressemble ma démonstration finale d'un système de communication numérique ou de transmission radar. Je résume pour conclure avant la pause. J'émets un signal pseudo-aléatoire connu. Ce signal est retardé d'un temps qui est représentatif du temps de vol ou du retard de communication introduit par la propagation de l'onde électromagnétique. Par corrélation qui résulte du produit des transformés de Fourier après passage d'un flux continu de données vers un vecteur, je fais le produit des complexes conjugués d'un des signaux avec le complexe conjugué de l'autre, et je reviens dans le domaine temporel par transformé de Fourier inverse, que ça soit par waterfall ou que ça soit par FFT, et une fois que j'ai fait ces opérations, je transforme mes vecteurs de nouveau en un flux continu de données pour faire l'affichage des données après retour dans le domaine temporel, que ça soit
par l'affichage des évolutions temporelles des spectres, c'est-à-dire le waterfall, ou dans l'oscilloscope. Et donc vous avez ici l'illustration du résultat de ce calcul où vous avez effectivement les deux cibles qui sont détectées simultanément. Puis après la pause, je voudrais vous démontrer l'utilisation de la corrélation, non pas seulement pour détecter finement un temps de vol d'ondes électromagnétiques, mais pour détecter un début de trame, un début de communication. Je vais vous montrer que dans un flux de communication, contrairement à ACARS où on avait un en-tête de début qui était facile à détecter, dans les communications numériques, on va devoir introduire un en-tête caractéristique du début d'une trame. Et on va voir que ce début de trame, on va le trouver par corrélation.